Nous sommes aujourd'hui dans l'univers du nouveau-né. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans l'écho commune de ce lundi. On parle des besoins des bébés aujourd'hui. Le bébé, pour exprimer son besoin, ne fait que pleurer. Tout égale pleure pour lui. Et c'est difficile pour une nourrice de décoder ces besoins-là parce que quand il pleure, on ne sait pas ce qu'il veut, s'il veut manger, ou bien s'il veut se faire changer la couche, ou bien qu'il a mal au ventre. Bon, on navigue à vue, on essaie de deviner autant que faire se peut, et puis bon, si on essaie de faire quelque chose et le bébé se calme, c'est que c'est bon. Mais concrètement, comment savoir que tel pleure égale tel besoin? Vous le savez, nous sommes lundi, on parle santé, et quand on parle santé, il y a Félicien Edou qui répond toujours présent à cette invitation. Bonjour docteur. Bonjour à mes téléspectateurs, bonjour mademoiselle Touboula. Vous allez bien? Je me vais très bien. Vous avez traité comme un nouveau-né ce matin avant de venir? Ou bien la nuit à ce matin? C'est la nuit à ce matin, disons 3 nouveaux-nés. Qu'est-ce qu'ils avaient? Rien de particulier, visite systématique. Et les quelques cas qui posent problème de santé, on a essayé de régler. Et en attente de la suite, parce que pour régler le problème de nouveau-né, on ne peut pas tout de suite dire d'un coup que c'est telle chose. Il faut explorer pour mieux comprendre telle situation qui est là, pourquoi c'est là. Cette exploration, vous la faites comment? Pas des bilans paracliniques, hein, des analyses. Que des analyses. Ouais. Voilà les choses qui bouffent notre argent. Les analyses sur le nouveau-né aussi. Le nouveau-né, vous ne pouvez pas tout de suite décoder son langage dès qu'il naît. Il faut comprendre parce qu'il vient de quitter un milieu pour un autre milieu. Ce qui est le premier milieu, qui est le liquide amniotique dans lequel il est à l'intérieur. Ensuite, il a un mode de vie. Dès qu'il sort de ce milieu, qu'il retrouve dans l'air et qu'il respire l'air directement, c'est ça qui fait qu'il pleure, généralement, premier cri. Là, il faut qu'il se réadapte. Et cette réadaptation implique beaucoup de choses, ce qu'il faut absolument tenir compte et puis voir l'enfant qui vient de sortir, quelle particularité il y a, qu'est-ce qu'il faut vérifier d'ici, par-ci, par-là, pour s'assurer que cet enfant est en bonne santé apparente, parce qu'on a eu toujours apparente, parce que d'ici quelques heures, quelques minutes, le tableau peut changer. C'est vrai, d'accord, on va y revenir. Bonjour André Aléfono. Bonjour Angèle, bonjour Nadège et bonjour le plateau, pour ne pas être docteur, bonjour. Bonjour. Et bonjour téléspectateurs. Vous allez nous emmener dans la psychologie de ce nouveau-né. La bêtise que j'ai envie de dire ce matin, que quelqu'un nous passe un nouveau-né. Et puis on va faire l'exercice avec son bébé. Bon, ça c'est juste pour la petite digression. Allez, merci d'être là. Nadège, bonjour. Bonjour. Ça va? Bonjour le plateau, ça va bien. D'accord. Alors, nous allons y aller. Waouh, votre décolleté, il est vraiment plongeant. Hein? Allez, on va y aller avec. Non, moi, je nourris, ça nourrit mes yeux. Moi, En tout cas, c'est lundi matin. Hein. Ne vous en privez surtout pas, surtout que c'est agréablement explosé. On va tout laisser concentrer. C'est le qui a resté surtout concentré. Allez, Nadège, on va y aller avec le mot du jour. Vous avez quoi comme mot du jour? aujourd'hui nous parlerons de nouveau-né. Nouveau-né qui est un enfant à partir de sa première heure de vie et jusqu'à 28 jours. De 28 jours à 2 ans, c'est un nourrisson. La discipline médicale qui s'intéresse au nouveau-né s'appelle la néonatologie. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, la période néonatale se compose de 28 jours qui suivent la naissance. Le terme médical pour désigner le bébé à cet âge est nouveau-né. La naissance étant définie comme 41,5 semaines après le premier jour des dernières règles, 41,5 SA, semaines d'aménorrhée. Les catégories suivantes sont distinguées. Après 41,5 SA, nouveau-né post-thème. 37 à 45, SA, nouveau-né à thème. Avant 37 SA, nouveau-né prématuré. De 28 jours à 23 mois, l'enfant est appelé nourrisson. D'accord. Et vous avez décodé lequel des besoins essentiels du nouveau-né ou bien vous n'êtes pas allé dans ce sens-là? J'avoue que j'ai préféré laisser les médecins nous entretenir par rapport. C'est bien répondu en plus. C'est un bon. Qui est vraiment fou, hein? Très bien répondu. Ok, d'accord.
Le temps que docteur Félicien se prépare à répondre à cette interrogation, on va respirer un tout petit peu, donc sur le clip du jour, et revenir. Merci Nadège pour le mot du jour. Allez, on installe docteur. Voilà, bien installé maintenant pour répondre aux différentes questions. Docteur Félicien Edou, quels sont les besoins du nouveau-né? L'introduire comme ça, les besoins du nouveau-né, c'est déjà demander tous les thèmes du jour. Oui, on va essayer de couper ça en plusieurs morceaux. En plusieurs morceaux pour faciliter la compréhension. Alors, quand on demande les besoins du nouveau-né, il faut déjà savoir les catégories, comme elle a défini, les tranches du thème. Est-ce que c'est un bébé prématuré? Est-ce que c'est un bébé à thème? Est-ce que c'est un bébé qui est né post-thème? Alors, selon chaque niveau où on se situe, que les besoins vont se faire sentir. Alors, si vous accouchez un bébé qui est entre 28 semaines d'aménorrhée et 32 semaines d'aménorrhée, c'est que vous avez un grand prématuré, donc, qui fait que la prise en charge est beaucoup plus complexe et qu'il faut un milieu adapté pour la prise en charge. Ce n'est même pas tous les services de néonatologie qui sont capables de s'occuper de ces gens de bébés. Il faut les envoyer dans les milieux les plus spécialisés pour pouvoir s'occuper de ces bébés. Maintenant, ce niveau-là, en dehors de... C'est l'agent de santé qui va s'en occuper, les besoins, en tout cas pour quelques jours, quelques semaines, c'est l'agent de santé, en accompagnant maintenant les parents qui vont également rester dans une salle dédiée à ces nouveaux-nés prématurés qui vont accompagner la prise en charge de l'enfant. Alors, je vais aller voir généralement les enfants là, il y a un parent quand même qui fait le kangourou, c'est-à-dire qu'il y a le bébé sur la poitrine, qui donne la chaleur à l'enfant et qui l'attache au niveau de la poitrine. Ça, c'est une procédure pour pouvoir s'occuper d'un bébé qui est tellement tout petit, le prématuricisme. Donc, il faut ces niveaux-là. Ça va être difficile de dire que l'enfant a besoin de... S'il va réclamer, non, systématiquement, ce qu'il faut faire à un bébé, on le fait de façon systématique, sans attendre que l'enfant réclame quoi que ce soit. Donc, parce qu'à cet âge-là, l'enfant, les réflexes de l'enfant n'est pas encore en place pour réclamer quoi que ce soit. Même pleurer, ce n'est pas aussi franc que ça. Donc, si vous attendez que l'enfant réclame quelque chose, vous allez peut-être laisser l'enfant va vous échapper. Donc, ce qui est à faire de façon systématique, ça se fait, mais en milieu hospitalier. Donc, ce n'est pas que c'est à la maison, vous pouvez gérer ça. Ça ne se gère pas à la maison. Il faut l'accompagnement des spécialistes dans la néonatologie, dans les grands prématurés, pour vous aider à prendre en charge ce genre de bébé. Donc, on ne va pas trop insister là-dessus, d'autant plus que c'est beaucoup plus pour les agents de santé, cette prise en charge-là, pour les besoins, jusqu'à ce que l'enfant atteigne un certain niveau avant maintenant de le laisser aux parents. Maintenant, c'est quand les parents vont rentrer avec l'enfant qu'on va commencer par demander, mon enfant a besoin de quoi? Mon enfant a besoin de quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire à l'enfant? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire à l'enfant? Parce que c'est la partie la plus importante. Parce que si vous faites quelque chose qu'il ne faut pas faire à l'enfant, vous n'allez pas savoir quand est-ce que les complications vont commencer et que peut-être que l'enfant a déjà un défaut de réflexe dès qu'il est né. Là, il ne va pas pouvoir réagir comme un enfant normal devait réagir et vous ne saurez pas quand est-ce que c'est déjà allé à un stade où irrécupérable. Là, en ce temps, vous allez commencer par courir pour pouvoir régler, mais vous n'y arriverez pas à gérer la situation. C'est pour ça que c'est très important de comprendre ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire à un nouveau-né pour éviter que quand l'enfant va commencer par même dire que j'ai telle chose, que les parents là ne prêtent pas attention parce que ça ne serait pas classique comme un enfant normal qui réclame quelque chose. Donc, tous ces éléments-là sont importants dans les conditions, les thèmes de naissance qu'il faut prendre en compte. Maintenant, si je reviens sur l'enfant qui est né normal à terme et qu'on ne va pas parler de prématuré, on va revenir sur ce qui est normal et maintenant peut-être parler des extrêmes. Maintenant, normalement, quand l'enfant naît et qu'il sort, le premier réflexe de l'enfant, c'est que quand il respire l'air, il doit crier. Donc, il doit prouver le besoin de faire rentrer de l'air dans tout son circuit. Et cet air-là, c'est quelque chose qu'il n'a pas l'habitude d'avoir quand il est dans le liquide amniotique. Vous devez savoir que le bébé qui est à l'intérieur vit dans le liquide amniotique. C'est comme un aquatique, un poisson. Du coup, il mange. C'est normal, c'était un tétard. C'est vrai, c'est vrai. Nous étions tous des tétards. Et puis on a grandi, on a quitté l'état d'embryon, on est devenu fœtus, et là maintenant on est bien constitué. Donc c'est normal qu'on. En fait, c'est docteur qui a envoyé le moulin. Il a dit que le bébé nage. J'ai dit que c'est normal que le bébé nage dans son nouveau continuer. C'est dans ces milieux qu'il a appris à vivre. Mais quand il va sortir maintenant au niveau de la filière génitale de la femme,
il faut qu'il se réadapte à un nouveau milieu. L'air qui rentre là, qui déplie les poumons, c'est ça là qui fait que l'enfant crie. Et ce cri, c'est très important pour tous les nouveaux-nés. C'est le cri qui marque que oui, je suis arrivé, oui, je m'adapte, je suis prêt à m'adapter à la nouvelle situation. Si l'enfant ne crie pas, ça c'est un autre problème. Oui. Là, il faut courir pour aller réanimer cet enfant, pour lui permettre de l'aspirer, le secouer un peu, le taper un peu, le permettre à ce que l'air rentre dans ses poumons pour que l'enfant puisse sortir le premier cri. Et le temps de ce premier cri est très important. On va évaluer à 1 minute, 5 minutes et 10 minutes. Dans les 5 minutes à 10 minutes, là, c'est très important pour le nouveau-né. C'est là qui détermine maintenant la suite de l'enfant, parce que l'enfant qui n'a pas crié jusqu'à 5 minutes, l'enfant qui n'a pas crié 3 minutes, 5 minutes, 6 minutes, 10 minutes, ce n'est pas les mêmes situations. L'enfant qui a crié au bout de 2 minutes, ce n'est pas la même situation que l'enfant qui a crié au bout de 5 minutes. Donc, chaque minute perdue, chaque minute rattrapée est très important pour un nouveau-né. D'accord. Et c'est ça qui va déterminer sa capacité à réclamer ce dont il a besoin. Parce que vous allez voir, des enfants sont là, ils ne réclament rien, tranquilles. C'est pas comme si ils n'ont pas besoin de quelque chose. Non, mais le réflexe pour réclamer ce dont ils ont besoin, le réflexe là, il n'y en a pas. Donc il faut comprendre ça dès déjà la naissance pour savoir que mon enfant, il est dans telle condition, voilà comment il réagit, voilà comment il réagit. Parce que ce qu'on va dire maintenant, c'est pour les enfants qui sont de façon classique, qui n'ont aucun problème. Mais il y a des enfants en particulier qui n'auront pas ce réflexe parce que la situation de naissance, elle est un peu particulière. Et puis il faut prendre en compte pour pouvoir mieux s'occuper de l'enfant, mieux comprendre l'enfant, mieux décoder ce dont il a besoin. Alors, lorsqu'un enfant sort, on le nettoie comme d'habitude, il pleure, et il faut savoir déjà, il faut s'attendre quand même qu'il commence par pleurer pour réclamer à manger. Ça, c'est le premier réflexe, là, lui, il va pleurer pour réclamer qu'il a faim. Et là, il va pleurer, peut-être qu'il a du mal à respirer, il va pleurer. En tout cas, tout ce que lui sait faire, c'est pleurer quand il a quelque chose. Mais vous ne pouvez pas tout de suite, en tant que parent, décoder tout de suite ce dont l'enfant a besoin. Si vous n'avez pas déjà pris par la pédiatrie, comme je l'ai dit ici, c'est difficile pour un enfant que la sage-femme a accouché, il a sorti, elle a dit, amène l'enfant à la pédiatrie. Bon, on a regardé l'argent qu'on a déjà dépensé pour accoucher, on a regardé l'argent qu'on a encore dépensé à la pédiatrie. Bon, ça va, l'enfant n'a rien, et puis il est calme, il dort, on prend l'enfant et on rentre. Alors qu'il faut passer par la pédiatrie pour qu'on vous explique, l'enfant, il est né dans telle condition, voilà des choses qu'il faut surveiller, voilà des choses qu'il faut apprendre pour pouvoir mieux décoder ce que votre enfant a, les besoins de votre enfant. Mais si vous ne passez pas par la pédiatrie, n'attendez pas que les sages-femmes jouent encore ce rôle. La sage-femme, elle est là pour sortir l'enfant en bonne santé. Ensuite, maintenant, confier ça à qui de droit pour la suite de la prise en charge. Alors, n'attendez pas que ce soit la sage-femme qui examine votre bébé, qui vous explique les situations, les conditions, les contours de votre bébé. Maintenant, vous expliquez tout sur votre bébé. Non, vous lui demandez un travail qui ne lui appartient pas. La sage-femme est là pour vous accompagner sur la grossesse, sortir l'enfant dans de bonnes conditions. Ensuite, maintenant, vous dit, allez là où on suit l'enfant maintenant. Lui, son travail s'arrête là. Maintenant, les sages-femmes qui réussissent quand même à combiner les deux, il faut avoir une certaine expérience et certain nombre d'années en griffe pour pouvoir mieux décoder les enfants, comprendre ces genre de situation. Mais, si une sage-femme se prête à ce jeu et qui fait le travail des pédiatres ensuite, et s'il y a un problème, on va l'arrêter. Non, ça c'est... Voilà. Chacun son domaine. Voilà, donc c'est pour ça qu'on dit, tant qu'on peut déjà passer la main à un spécialiste pour faire un travail, vous voyez, même nous, en tant que généralistes, lorsqu'on reçoit des cas, quand on finit de jouer le rôle de qui est généraliste, et qu'il faut passer la main à un spécialiste et qu'on ne le fait pas, on vient de commettre une faute professionnelle. Donc il faut déjà passer la main pendant qu'il faut. C'est pour ça, j'ai dit toujours au moment, n'attendez pas que ce soit la sage-femme qui vous explique tout sur votre enfant. Non, il faut aller là où on s'occupe des nouveaux-nés, des petits bébés, pour qu'on vous explique la situation. Parce qu'il y a des choses qui vont peut-être échapper aux sages-femmes qui seront rattrapées en pédiatrie. Mais si vous sortez et que vous ne demandez pas pour qu'on vous explique les contextes, la situation de l'enfant, et que vous allez rentrer avec l'enfant, vous n'allez pas comprendre comment décoder votre enfant. D'accord. Nous, on veut comprendre comment décoder ses besoins. Vous avez dit que ça dépend de l'enfant, d'accord. Mais bon, prenons un enfant en griffe normale, qui n'a rien de particulier, qui est juste bien né, il a bien crié, le pédiatre l'a suivi à sa naissance, et puis bon, on l'a remis à sa maman, et puis ils sont rentrés à la maison. Comment décoder les besoins de cet enfant? Peut-être je vais commencer par vous, André, avant de revenir au docteur. Déjà, j'ai envie de revenir sur
la fragilité de l'enfant à la base. Et ce qui s'établit un peu comme relation qu'on va appeler interaction entre la mère et l'enfant, ou depuis le fœtus. Déjà, on reconnaît qu'un enfant, c'est un être fragile et immature, l'animal le plus immature à la naissance. Cette réalité se traduit dans la constitution, le développement, le temps même que l'enfant met pour s'autonomiser, pour commencer par s'autonomiser, pour ne pas dire l'être humain, mais pour commencer par s'autonomiser. Alors, déjà, à la naissance, non, avant même la naissance, il faut reconnaître que l'enfant a une interaction directe avec sa mère. Et le docteur va peut-être me contredire ou confirmer ce que je dis, c'est que normalement, lorsqu'on passe l'étape de fœtus, bon, lorsqu'on passe l'étape de jusqu'à venir au stade de fœtus, à partir de 12 semaines, on a parlé de 41 semaines et demie ici, à partir de 12 semaines déjà, je ne parle pas de prématuré ou chose, mais la mère doit pouvoir commencer par sentir les mouvements de l'enfant. Et donc, il faut reconnaître qu'il y a déjà établi un contact. C'est l'enfant qui fait le premier contact. Maintenant, depuis, pour qu'elle puisse sentir, il faudrait qu'elle sache qu'il a commencé par se développer quelque chose en moi. C'est-à-dire quoi? Psychologiquement, qu'il y a une acceptation de cet être, de cet œuf qui est en train de se développer en elle, et cette acceptation va l'amener à faire place à l'enfant. On a dit qu'il vit dans un milieu aquatique. Le milieu, c'est elle qui met le milieu à sa disposition. Donc, pour que son milieu soit potable, sain, c'est elle qui va le lui donner. Elle est propriétaire terrien en fait. Donc, si elle n'accepte pas vendre, il a beau avoir l'argent et tout le reste. Ce que je dis, c'est peut-être une image, mais il faudrait qu'on fasse ce travail pour dire. Donc déjà, dès qu'il y a amélioré, il faut commencer par se dire, ben, il y a quelqu'un qui vient. Et commencer par l'accepter, commencer par lui faire place. Et comme ça, vous établissez, l'enfant va vous donner le premier contact, on a dit, au bout des 12 semaines. Mais bon, souvent, il paraît que c'est plus tard que les mères se rendent compte qu'il y a quelque chose. Allons comprendre quelque chose là. C'est normal aussi parce que céder une partie de soi, c'est pas évident. Ça se fait pas automatiquement. Donc, le contact va s'établir plus rapidement entre l'enfant et sa mère si il avait été désiré, si ça avait été un projet, si on l'attendait. Donc, elle va faire beaucoup plus attention et plus tôt. Alors, quand ce contact est établi au bout des 12 semaines et que l'enfant a commencé par se développer, la question d'Angèle, c'est que tout de suite, l'enfant il ne pourra pas vous parler. Bon, j'ai dit enfant, le fœtus ne va pas vous parler. Et ça va être à l'intérieur de l'utérus, à l'intérieur de la mère, ça ne va être qu'un contact tactile. Ça va être beaucoup plus des gestes, j'ai envie de dire comportemental, parce que le fœtus est très actif à l'intérieur. Il bouge beaucoup, il réagit énormément à l'intérieur. Donc, c'est à travers ces réactions qu'il communique avec sa mère. Je donne un exemple simple. Vous faites venir un bruit nouveau, fort, une femme enceinte rentre dans un milieu bruyant, fortement bruyant, l'enfant va réagir. Peut-être, je dis n'importe quoi, il peut reculer ou il peut bouger pour montrer que ça, c'est un nouveau élément que je ne connaissais pas. Et donc, il y a quand même cette interaction entre la mère et l'enfant. Mais plus tard, quand il va sortir, il ne pourra communiquer que avec des pleurs, avec des gestes, parce que ça va se limiter à ça, ces mouvements, ces pleurs. C'est encore plus tard, parce que au bout des premières semaines de vie, ça ne va être que pleurs et gestes.
téter ou toucher. Bon. C'est comment comprendre ces pleurs, en fait, ma question. Comment comprendre ces pleurs Non, c'est ce qu'on est en train de dire. Du bébé. Je crois que le docteur l'a dit tout à l'heure. Dans les premières semaines, ces pleurs ne sont que des expressions de besoin. Autant de satisfaction. Lequel des besoins? Mais s'il a faim. Peut-être qu'il a une manière de pleurer quand il a faim. S'il a mal, il va pleurer. Oui. Si vous introduisez, comme on l'a dit, un nouveau élément, qu'il ne connaît pas, sa réaction, il va pleurer. Parce que là, il n'a pas encore, ses muscles ne sont pas encore assez matures pour qu'il puisse se tourner, et tourner sa tête, refuser. Je parle des premières semaines. Donc, ce qu'il fera comme réaction, c'est de pleurer. Donc, c'est pas autant tout de suite, dans les premières semaines, quand l'enfant pleure, c'est pas forcément parce qu'il a faim. Ça peut être parce qu'il y a un bruit. Et puis, il y a autre chose, c'est que quand on regarde dans la constitution du fœtus, la maturation des différents éléments, pour ne pas dire des réflexes, parce que c'est de ça qu'il va s'agir à sa naissance, c'est de ça qu'il va avoir besoin. Le réflexe, comment on appelle, qui se développe en dernière position, c'est la vue. La vue, il n'en aura besoin réellement que lorsqu'il va sortir du milieu. Et donc, c'est là qu'il va, dans la première semaine, l'établir. Mais l'un des premiers réflexes qui s'établissent, c'est le toucher, c'est, comment on appelle? La succion. C'est ça d'abord. Donc, dès qu'il sort, ses cordes vocales et tout le reste sont déjà là. C'est pour ça que le docteur dit, lorsque l'air va rentrer, on va dire, ça va peut-être le brûler. Ça va rentrer tout de suite et ses cordes vocales sont déjà prêts. Et il va pouvoir crier. Donc, tout ce qu'il fera en ce moment, il va crier. Mais après, il va apprendre à sourire. Pour montrer, parce que là, il va commencer par décoder son environnement. Et il pourra vous sourire pour dire, je suis satisfait. Mais ça va venir après. Mais les deux premiers réflexes qu'il a tout de suite, c'est le toucher, c'est les cris, les pleurs, ou la tristesse que vous allez lire peut-être dans son, comment on appelle, dans son comportement. D'accord. Oui, docteur. C'est la même question. Oui, comme le psychologue l'a dit, c'est principalement dans cette première période de sa vie qu'il naît, et puis tout ce qu'il va faire, c'est de pleurer, de faire des gestes. Maintenant, quand on dit aux parents comment décoder ces gestes, c'est déjà comprendre lorsque l'enfant pleure, par exemple. Il faut déjà se demander à quel moment je lui ai donné les seins. Il faut regarder les couches de son enfant. Est-ce qu'il a déjà émis des urines? Si l'enfant a mangé et il a émis les urines, c'est normal encore qu'il réclame encore à manger. Maintenant, vous prenez l'enfant, vous lui donnez les seins et qu'il refuse. Sachez clairement que ce n'est pas parce qu'il a faim forcément qu'il est en train de pleurer. Il y a autre chose. Ça peut arriver dans un foyer où déjà l'enfant peut-être n'est pas désiré ou que le mari n'est pas d'accord qu'un autre enfant s'ajoute ou qu'il n'est pas prêt pour accueillir l'enfant. À chaque fois quand il rentre dans la zone où l'enfant se situe et puis il voit déjà que le monsieur est déjà renfrogné sa mine ou bien déjà un ton un peu élevé, l'enfant peut répondre à ça et commencer par pleurer. Là, c'est à vous de comprendre que l'enfant là est en train de réagir. Comment on peut comprendre ça? Justement. Et papa, on va comprendre ça. Vous êtes en train d'exprimer un élément désagréable pour lui. Non, mais c'est papa qui crie. Non, il crie. Vous avez dit qu'il ronfronne. Il lève un peu le ton. Ok. Quand le papa, je n'ai pas dit papa, Ouais, je ne parle pas encore de la maman. Le papa lève un peu le ton. Et quand il entend ce genre de cris, bon, ça dépend aussi. Peut-être il a vécu déjà dans ce genre de cris-là depuis la grossesse. Bon, il s'habitue. Quand un papa lève le cri et le ton un peu, bon, il se dit, bon, il est encore là. Et il recommence encore comme d'habitude. Donc, ça là, il va peut-être pas réagir, il va devenir peut-être indifférent à ça. Mais quand c'est un élément nouveau et que c'est l'arrivée de l'enfant qui crée cette frustration au géniteur et qui lève un peu le ton, il se sent déjà en danger dans un milieu où il n'est pas d'accord. Donc, la seule chose qu'il va faire pour vous montrer qu'il n'est pas d'accord, c'est commencer par crier, commencer par pleurer. Sans raison, il va pleurer, vous allez essayer de le consoler. Non,
Et ça, je peux vous dire qu'on a déjà eu des enfants que les parents sont vraiment en conflit, ou peut-être même avec la belle famille ou tout ça là, et que l'enfant est arrivé, l'enfant ne fait que pleurer toute la nuit. Pas forcément qu'il en va avec quelque chose. Il suffit, qu'est-ce qui se passe à la maison? Quand on sort, l'enfant dit, bon, quittez là, allez, peut-être chez la soeur du papa en attendant pour voir. On arrive là-bas, l'enfant dort toute la nuit sans même pleurer. On remet l'enfant dans le même milieu, c'est les mêmes réactions. Moi, j'ai déjà géré un cas comme ça. Voilà. C'est pas l'argent qui manquait. Le monsieur, il avait tout ce qu'il fallait. Mais la femme, elle a souffert du premier jour. Elle a annoncé la grossesse jusqu'à la sortie de l'enfant. Mais il suffit que elle est tranquille avec sa mère. D'abord, deux choses. La mère avait l'habitude de pleurer à partir de 3h, 3h30 jusqu'à 6h du matin sur la grossesse, pratiquement tous les jours. Et puis elle a été beaucoup hospitalisée. Elle avait été beaucoup hospitalisée. Et elle, j'emploie peut-être un mot fort, mais elle haïssait, maudissait l'homme parce que, à la limite, elle était partagée entre accepter l'enfant et est-ce que c'est pas une bêtise que j'ai fait? Parce qu'elle pensait se rapprocher de lui avec une grossesse, mais lui n'était pas encore prêt. Donc, carrément, il n'a pas accepté la grossesse. Elle non plus n'a pas accepté son refus et elle pleurait chaque fois elle était malade. Quand l'enfant est né, mieux encore, comme il n'est pas allé à l'hôpital, il s'est fait représenter par un de ses amis, un de ses cousins, pardon. La dame n'a pas accepté ça. Donc quand elle est rentrée à la maison, elle a refusé de le voir. Et bon, lui aussi, il était occupé par sa mission. Il est parti pour une semaine. Donc pendant ce temps, elle a encore énormément pleuré avec son enfant. Mais quand le monsieur est venu, il suffit juste qu'il soit au portail, l'enfant commence pas à pleurer. L'enfant qui ne connaissait même pas qu'elle le sache père. parce qu'elle sait qu'il est venu. Le père sait que la mère sait que son mari est là. Il suffit juste que le monsieur, c'est-à-dire, il rentre au salon là, qu'elle commence pas à pleurer. Et tant que le père ne quitte pas le milieu, ne quitte pas la maison, elle n'arrête pas de pleurer, quel que soit ce que vous lui faites. Ça, c'est un traumatisme depuis le fœtus. Enfin, depuis qu'il était un fœtus, c'est Et gros. je voudrais revenir sur un fait aussi. Le docteur disait tout à l'heure, on dit, pendant les premières semaines, il ne va exprimer que les pleurs. Ce qu'on fait d'habitude, peut-être, on vient de lui donner à téter. Et puis, l'enfant, après avoir tété, peut-être il a uriné. Parce que les muscles ne sont pas encore matures. Il ne peut pas encore contrôler cette finceur. Donc, lorsque l'enfant urine comme ça, et que maman, elle va commencer par se dire, mais il vient de téter. Papa dit, moi, occupe-toi de moi aussi pour que j'aille rapidement. Donc, il vient de téter, je vais le laisser pleurer un peu, je vais m'occuper de son père pour venir. Non, il faut comprendre que dans cette période, votre l'interaction avec la mère est très intense. Et chaque réaction, comportement ou cri de l'enfant, c'est parce qu'il est en train d'exprimer un besoin. Et il n'y a pas de code là maintenant où on va vous donner pour dire, quand il va crier de telle manière, c'est qu'il a déféqué. Quand il va crier de telle autre manière, c'est qu'il a uriné. Il n'y en a pas. On ne va pas vous le dire. Mais c'est vous qui allez voir. Donc c'est dans l'observation en fait. Il faut observer l'enfant. Dans l'observation, ça veut dire quoi? Il faut que les mères, pour ne pas dire les parents, mais surtout les mères, soient très attentives. Le père aussi. Parce que si il vient de téter, 2 minutes après il commence par pleurer, les premières choses à vérifier, c'est que est-ce qu'il ne s'est pas sali? Donc quand vous vérifiez ça et qu'il ne s'est pas sali et qu'il continue de pleurer, peut-être qu'il a besoin de papa en ce moment. Que papa le prenne pour commencer par chanter, pour lui parler. Et c'est quand peut-être les pleurs vont s'accentuer que vous allez dire, bon, il y a quelque chose. On va chercher un peu plus loin. Mais peut-être on va en revenir. Et là aussi, il y a ce qu'on appelle l'instinct maternel qui rentre en jeu. D'accord. Et donc, l'observation ici, c'est aussi ça. La mère doit pouvoir s'écouter. Parce que l'interaction qu'il y a eu depuis le fœtus, depuis les 9 mois, va continuer pendant tout au moins 2-3 mois encore après la naissance. D'accord.
Ok. Docteur, c'était la peur qui était un peu long, mais intéressant quand même. Vous pouvez continuer. Donc voilà, comme je le disais, qu'il a confirmé, le fait d'abord déjà de sentir un élément nouveau qu'il n'apprécie pas dans le milieu peut déjà le faire pleurer. C'est aux parents d'être attentifs à l'enfant pour comprendre, pour pouvoir savoir que si mon enfant ne peut pas pleurer de cette façon, c'est que peut-être qu'il a telle chose. Comme il a dit, il n'y a pas un code quand on vous dit que s'il plaît fort ou s'il plaît de façon un peu endormant ou bien que c'est telle chose. Non, il n'y a pas de code pour ça. Mais les parents doivent quand même observer les enfants, apprendre à les connaître. Et quand il y a un petit problème, l'instinct maternel sait directement que c'est telle chose qui ne va pas. L'exemple, c'est que si l'enfant fait, il y a des enfants qui ne supportent pas l'humidité. Quand ils urinent directement dans leur couche, par exemple, quelques minutes après, là, c'est des pleurs. Parce qu'ils demandent, maman, change-moi ces couches-là. Il faut changer. Quand vous changez, tranquille, il peut s'endormir automatiquement et le problème est réglé. D'autres enfants, peut-être, comme je l'ai dit, on va essayer en même temps de parler des soins qu'on fait à l'enfant, peut-être qui dérange l'enfant et que l'enfant est en train de réagir négativement par rapport à ces soins, pour que vous compreniez que c'est telle chose que vous venez de faire qui pose problème. Je l'ai déjà dit sur ce plateau, lorsque l'enfant sort et que vous prenez le pagne, parce qu'on veut toujours que le nouveau-né sent bon, on achète des eaux de Cologne et autres, on met dans le pagne, ensuite maintenant on noue l'enfant à l'intérieur. Alors, l'enfant qui déjà peut-être a un terrain atopique par exemple, quand vous allez faire ça, vous allez créer une réaction immunitaire de l'enfant à l'encontre de ces éléments. L'odeur qui est trop forte, l'odeur chimique, parce qu'un parfum c'est des composants chimiques. Donc il va faire une réaction à ces composants chimiques et ça va le provoquer. Là, vous savez, quand on veut être enrhumé, qu'est-ce qui commence premièrement? On commence par éternuer. Dès l'éternuement, le nez commence par se boucher. Parce que c'est les gros cornets. Les gros cornets, quand ils sentent qu'il y a une réaction, en fait, un élément externe qui veut rentrer, auquel ils ne sont pas d'accord, le nez, vous allez voir les creux du nez là, ont une dépression à l'intérieur. Cette dépression va se tuméfier pour diminuer les calices par lesquels l'air pénètre. Du coup, votre enfant, il va commencer par pleurer pour vous dire que maman, j'ai le nez bouché. Et dans ces cris, plus il crie, vous allez commencer par sentir que ça ronfle. Sachez que l'enfant là se sent mal à l'aise parce que le nez a commencé par se boucher. Là, il faut que vous compreniez que déjà, l'acte que vous venez de poser, ce que vous venez de mettre dans son habit, l'autre collant que vous venez de mélanger avec ses habits, ou bien la poudre que vous venez de passer sur le corps de l'enfant a refusé, non, il ne supporte pas. Ça ne servirait à rien de le prendre, de lui donner des seins pour le forcer à prendre des seins pour le calmer. Tant que vous continuez à répéter les mêmes gestes, l'enfant va toujours continuer à pleurer. Les seins ne calment pas tout. Pas du tout. Il suffit d'enlever l'élément de son entourage et que vous allez voir qu'il se calme. La réaction commence par revenir. Malheureusement, j'ai déjà dit sur ce plateau, c'est ça qui va déclencher l'asthme chez cet enfant. Si vous ne savez pas faire, s'il a l'intérieur atopique, plus il fait cette réaction, parce que les premières réactions, vous n'allez pas, il va tout faire pour l'éliminer tout seul, régler tout seul. Il vient de faire sa première période de bronchiolite et vous ne vous en rendez même pas compte que c'est vous-même qui avez provoqué ça. Et quelques temps après encore, quand vous allez encore revenir parce que vous n'avez pas compris ce que l'enfant est en train de dire, vous remettez plus les mêmes situations, les mêmes produits dans son entourage. Il va faire maintenant une difficulté à respirer et carrément maintenant il va s'étouffer, il va commencer par tousser. C'est ce qui amène que les nouveaux ne commencent pas à tousser déjà à 1-2 jours de naissance. C'est difficile à gérer pour ces jeunes enfants parce que d'abord déjà dans la fabrication des produits qu'il faut utiliser, il n'y a pas un produit pour un nouveau-né pour partir tous. Je dis ça en même temps pour que les gens cessent d'aller chercher des médicaments en pharmacie pour venir donner à un enfant, un petit bébé qui est en train de tousser. Ça ne servira à rien. Il faut laisser l'enfant tousser et trouver le moyen de sortir de son milieu, ce que vous avez amené dans son milieu. Et c'est ça la même chose quand on dit que décoder ce que l'enfant, les besoins de l'enfant. Lorsque l'enfant commence par tousser, sachez que l'enfant est de vous dire qu'il y a quelque chose dans le milieu là que je ne supporte pas. Aux parents d'être plus attentifs à tout ce qui entoure l'enfant pour essayer de retrouver qu'est-ce qui pose le problème et sortir ça du milieu de l'enfant et l'enfant se sent bien. S'il vous plaît, je voudrais placer un mot sur ce qu'il vient de dire qui est très très important. Rappelons-nous, on a dit l'enfant à cet âge-là ne communique que par des comportements réflexes. Le réflexe peut être, conditionné. Et le réflexe, c'est en fait un mouvement primaire archaïque. C'est un comportement archaïque primaire qu'on a, qui sont inscrits ou qui est inscrit dans nos gènes. C'est-à-dire quoi? Si on met un stimuli qui appelle un réflexe,
qui fait appel à un réflexe et que l'enfant, par exemple, il pleure, vous répétez le même mauvais geste, il va finir par s'habituer. C'est-à-dire quoi? Il va plus pleurer parce que c'est déjà là. Son organisme va plus ou moins l'accepter. Maintenant, ce qu'il faut chercher à savoir pour parents, c'est que est-ce que c'est bon pour lui? Parce que quand l'organisme va finir par l'accepter, l'enfant ne va plus pleurer pour vous dire c'est désagréable. Il l'a fait pendant 3 jours, il l'a fait pendant une semaine. J'ai dit n'importe quoi, vous n'avez pas compris. L'organisme va finir par comprendre que ici, là, c'est comme ça. On vient de dire, quand même le fœtus, quand vous introduisez un bruit, il va bouger. Le nouveau-né, il va crier. Il va peut-être montrer qu'il est triste. Mais si chaque jour, à la même heure, il y a le même bruit, il ne va plus se plaindre. Vous comprenez? Mais ça ne veut pas dire que c'est toujours agréable pour lui. Donc, il faut que les parents on se mette à ça pour dire, c'est pas parce qu'il ne se plaint plus que c'est bon pour lui. D'accord. Nadège. Je disais qu'il y a un cas particulier qui jusque-là je n'ai pas entendu. Lequel? C'est concernant les problèmes de maux de ventre. Parce que ça vient régulièrement pour les nourrissons. Certainement qu'il va y revenir. Il a prévu ça. Il ne peut pas ne pas en parler. C'est le plus complexe à décoder. Donc, docteur. On va décoder ça et vous allez comprendre pourquoi c'est comme ça. Allez-y. Voilà. Mais avant d'en arriver là, ok. J'ai parlé de la toux chez l'enfant, que vous devez apprendre à reconnaître que ces situations-là, l'enfant ne supporte pas. De toutes les façons, il faut refuser, de façon systématique, tout ce qui sent trop fort pour un nouveau-né, c'est à proscrire. L'enfant, tout un nouveau-né qui vient de naître, qui est en train de respirer, en train de se réadapter ses poumons à la situation nouvelle, n'ajoutez pas déjà les situations, les produits chimiques à l'intérieur et qui doivent s'adapter déjà à l'air, ensuite s'adapter déjà aux produits chimiques. C'est plus difficile pour ces enfants. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup plus d'enfants asthmatiques, beaucoup plus d'enfants qui font des rhumes tout le temps, beaucoup plus d'enfants qui ont du mal à digérer même certains repas. C'est pour ça qu'on va y revenir sur je vais revenir dans quelques minutes là sur les coliques, vous allez mieux comprendre. En dehors de ça, si par exemple, vous avez décidé de mettre les couches à un enfant et que dans les premières heures, il a uriné dedans dans les couches et vous n'avez pas su, l'enfant commence pas à pleurer, vous n'avez pas compris pourquoi l'enfant pleure, vous avez laissé les couches là encore pendant quelques temps. Vous savez, lorsque l'enfant émet des urines dans les couches, ça rentre dans les couches, c'est une situation des composants chimiques, ça va provoquer une réaction. Plus cette couche là dure au niveau de la partie génitale de l'enfant, plus l'organe de l'enfant maintenant va produire une réaction pour ces composants-là qui est au niveau de la couche. Et là, ça va provoquer une érythème au niveau des fesses. Ça va provoquer la rougeur au niveau des fesses de l'enfant. Et là, l'enfant va commencer à pleurer davantage. Les pleurs vont s'accentuer et vous n'allez pas comprendre qu'est-ce qu'il y a. Il suffit d'enlever les couches, vous allez voir déjà qu'il y a déjà des taches rouges au niveau de l'entrejambe des enfants. Et au même moment, je profite pour dire que ces taches rouges, ce n'est pas ce que les gens appellent Akita. Ce n'est pas Akita. Ça, c'est juste... On met poudre dedans. Ça, c'est juste une réaction allergique aux couches que vous avez mis, surtout à la composante urine plus couche. C'est ça qui a provoqué une réaction cutanée au niveau du siège de l'enfant. Comprenez que l'enfant vous dit immédiatement que c'est l'eau de couche que vous venez de prendre qui ne supporte pas. N'enlevez pas et achetez des médicaments en pharmacie pour dire que c'est Akita et donner à l'enfant. Ensuite, maintenant, continuez à lui mettre les mêmes couches. Vous n'allez pas aider l'enfant. C'est vrai qu'au début, ça va le déranger beaucoup. Au fil du temps, il va s'habituer, comme M. Aliho nous l'a dit tout à l'heure. Il va s'habituer. Mais ça ne veut pas dire qu'il est d'accord avec ces couches-là. Il faut apprendre à reconnaître que l'enfant n'est pas d'accord avec ces situations et trouver le moyen de l'éviter. Alors, avant de revenir à l'histoire des maux de ventre, parlons d'abord des couches. Alors, lorsque vous avez votre enfant déjà les premiers jours de naissance et que vous portez les couches à l'enfant et qu'ils mettent des urines dans les couches et il commence par pleurer. Et vous n'avez pas compris, vous avez cru qu'il avait faim. Vous lui avez donné le lait, les seins, il a pris et il s'est un peu calmé. Quelques temps après encore, il a recommencé par pleurer. Plus les urines là, durent au niveau de la couche de l'enfant, ça va provoquer une réaction chimique au niveau de la couche. Cette réaction chimique là, va aller en contact avec la partie génitale de l'enfant. Ça va alors provoquer une réaction allergique et l'enfant va faire une réaction à cette couche-là qui est déjà humide, que vous n'avez pas su détecter à temps pour l'enlever avant que l'enfant ne produise ce genre de réaction.
alors ça va provoquer alors des taches rouges au niveau des fesses de l'enfant. Et c'est ça généralement que vous appelez atita. Ce n'est pas atita. Les atita, généralement, on va y revenir encore dans les développements pour que vous compreniez que les besoins de votre enfant dans ces domaines-là, que ce n'est pas atita, ce n'est pas d'aller courir, aller chercher des médicaments pour venir bombarder l'enfant avec, mais plutôt de comprendre que ce que l'enfant dit là, c'est que ces couches-là, que l'enfant dit qu'il est allergique. Vous devez prendre le lot de couches là et les mettre de côté. Et aller chercher un autre type de couche et toujours garder oreille attentive à votre enfant lorsqu'il commence par pleurer, vérifiez toujours si sa couche est humide. Parce que si vous ne le faites pas et que vous continuez à mettre la couche là à l'enfant, à un moment donné, l'enfant va commencer par s'habituer à cette couche et il va se dire, bon, comme ma maman sait que j'ai fait des urines dans les couches et qu'elle n'a pas envie d'enlever, c'est comme si c'était une situation normale. Donc, vous apprenez l'enfant à devenir sale. Et plus il va grandir, plus lui-même va pisser sur lui-même et mettre des selles sur lui-même parce que vous n'avez pas appris à l'enfant à être propre. Et s'il est allergique à toutes les couches, finalement, on fait comment? Il ne sera pas allergique à toutes les couches. Il va se promener les fesses à l'air. S'il est allergique à toutes les couches. Non, c'est aussi une alternative. Vous n'êtes pas obligé de mettre couche à l'enfant. Mais aussi, on doit sortir un bébé. On fait comment? C'est à vous de trouver le moyen parce que si vous préférez que l'enfant laisse les fesses vides, encore qu'aujourd'hui, il y a des couches maintenant en forme de tissu imperméable qu'on fabrique sur le marché avec des petites serviettes, avec des torchons. Vous pouvez déjà mettre ça dans les pâtes. À la fin, vous lavez, vous réutilisez, vous stérilisez, vous réutilisez au fur et à mesure que l'enfant grandit. Ce n'est pas forcément qu'il faut aller chercher couche. Il faut réadapter. En tout cas, quand votre enfant parle, que vous comprenez son langage, vous n'avez pas de problème. Mais quand c'est comme vous n'allez pas comprendre ce que l'enfant dit, que vous allez continuer à gérer les problèmes de atita que vous appelez atita en griffe là, tout le temps, alors qu'en fait, il suffit de trouver l'origine du problème et les sorties de l'entourage de l'enfant et le problème est réglé. Bon, chez nous, on utilise aussi les couches en paille. Il n'y a pas souvent d'allergie en ça. Non, il suffit de comprendre que quand c'est mouillé, le problème il est réglé. Il suffit de comprendre quand c'est mouillé, il faut l'enlever. Parce que, vous savez, les couches là ont un sens unique. Quand l'urine rentre dedans, la sortie des trucs là, c'est pas trop humide comme les pagnes. Quand l'enfant émet une urine une seule fois dans le pagne là, vous devez savoir que c'est totalement mouillé et qu'il faut déjà l'enlever pour permettre à l'enfant d'avoir un bon confort. Et vous l'apprenez aussi en même temps que la propriété là, il doit avoir ça quand il commence par grandir. Vous allez aider cet enfant par exemple à vite cesser de faire des uriner au lit, à vite cesser de pisser au lit, à vite cesser de faire des selles sur lui-même, parce que ça va commencer par lui dire que quand il y a telle chose, c'est que c'est la malpropreté et il va apprendre progressivement à s'adapter. De la même chose, lorsque votre enfant, vous constatez qu'il y a des taches blanchâtres entre les cuisses de l'enfant, et c'est ça qu'on appelle atita en réalité. Ah, atita là, c'est pas en rouge. C'est pas les rougeurs. Non, c'est pas les rougeurs. Atita est blanc. Est blanc. Qui, c'est au niveau des plis des fesses de l'enfant, peut-être au niveau des plis du coude, peut-être vous allez voir ça au niveau du cou, comme ça au niveau des plis du cou, ou vous allez voir ça en haut, ou bien la plaie va commencer par apparaître dans la bouche de l'enfant. Okay. Vous savez, ce niveau-là, j'aime le dire au moment de faire attention. Parce que dans la plupart des cas, c'est la maman qui est à l'origine de ce genre de problème. C'est atita là? Oui. Je vous explique pourquoi. Si vous ne comprenez pas que vous-même, votre besoin, sur la grossesse, par exemple, vous allez voir, comme je l'ai dit sur ce plateau, bon, peut-être le monsieur n'est pas fidèle, en griffe, ou bien la dame également a un mauvais hygiène intime, qu'on a déjà également développé sur ce plateau, comment faire les soins intimes. Si, dans ce milieu-là, la maman a l'habitude de mettre la main pour aller chercher toute la muqueuse vaginale en faisant les toilettes, et qu'à une période, ça a désorganisé la muqueuse vaginale et ça a provoqué une prolifération des candidats albicans, qui sont des germes qui provoquent de la mycose génitale chez la femme. La femme va aller faire toilette, balayer ces mycoses-là. Vous devez savoir que le vagin et la cavité buccale sont des éléments qui se ressemblent en matière de germes. C'est pour ça que vous allez voir candidose vaginale, candidose buccale. Qu'est-ce que la maman fait? Elle allait faire toilette rapidement, l'enfant est en train de pleurer, elle a déjà enlevé tous ces pets-là et elle n'a pas eu le temps de prendre des solutions et désinfectants pour se laver correctement les mains. Elle revient tout de suite rapidement, elle prend l'enfant et c'est la même main-là qu'elle prend pour donner les seins à l'enfant. Vous venez de déporter les germes de la filaire vaginale sur vos seins et que vous venez de les déposer dans la cavité buccale de votre enfant. Mais les mycoses ne sont pas souvent dangereuses, non? C'est juste une irritation. Quand vous dites que c'est pas dangereux, c'est un champion.
C'est un champion. Non, que je vous ne venez de parle porter. pas quand ça devient une infection. Hein. C'est juste une irritation et puis peut-être dû à un inconfort. Vous n'avez pas, je sais pas moi. Non, j'ai fait la différence entre quand c'est une réaction allergique et quand c'est une mycose. Alors, l'enfant à qui vous avez déporté votre candidat albican qui est déjà pathologique au niveau de votre filet vaginal, que vous avez ramené ça par exemple au niveau des entretiens parce qu'il a fait les selles, vous lui avez rapidement nettoyé les fesses avec la même main sans bien nettoyer, vous venez de déporter les germes au niveau des fesses de l'enfant. Qu'est-ce qui va se passer? Lorsque vous allez mettre couche ou bien mettre pagne et que l'enfant va pisser, c'est un milieu anaérobie qui va cultiver ces germes-là et les taches vont commencer par apparaître. Ne pensez pas que c'est quelque chose de banal. Non. Vous venez de déporter mycose chez votre enfant, un champignon qui vient de déclarer une infection du siège de l'enfant. Et cette même chose va créer des plaies au niveau de la bouche de l'enfant. Parce que c'est la même main, c'est la même personne qui fait l'hygiène de l'enfant. Et c'est vous qui tirez l'origine de ce que vous appelez Akita normalement. Il faut régler l'enfant et régler la maman. Donc c'est toujours la maman qui est à l'origine de. Je n'ai pas dit toujours. Non, c'est moi qui pose la question. Souvent. Souvent. Ok. Et ça peut arriver également que les mycoses là se retrouvent déjà sur vos pagnes, c'est tous ceux qui utilisent les pagnes pour mettre aux fesses de l'enfant et que vous n'avez pas bien nettoyé, bien lavé comme cela se doit. Et quand vous mettez ça au niveau de les fesses de l'enfant et que l'enfant urine dedans, quand ça devient humide, c'est ça qui va faire proliférer maintenant ces champignons et qui vont se retrouver accolés à la surface de la peau de l'enfant. Et malheureusement, vous allez laver l'enfant, vous allez nettoyer ses selles, vous allez faire tout. C'est vous-même qui allez maintenant partager ça au niveau de la bouche, au niveau du cou, au niveau des plis du coude, et vous allez voir que ça va commencer par apparaître maintenant un peu partout. Et ces tâches-là, si vous ne faites pas vite, vous allez voir que ça progresse. Ça va commencer à un endroit, ensuite ça va commencer par s'élargir. S'élargir. Vous allez voir des enfants qui, ça prend tout le cou, ou bien ça prend toutes les parties génitales du moins, et vous allez commencer par courir. Et au même moment, si vous mettez encore couche, que l'enfant fait une réaction allergique, votre enfant peut faire une mycose et réaction allergique, c'est ça. Et les deux vont se mélanger et votre enfant va pleurer tout le temps. Ça va donner quoi? Ce cocktail là donne quoi en fait? Ça donne une réaction qu'on ne souhaite pas avoir chez les enfants. Parce que ça va brûler. En fait, les mycoses ne brûlent pas. Quand je le dis, c'est des taches blanchâtres qui vont commencer par s'élargir. Ça ne fait pas de plaies. C'est quand la réaction allergique va se retrouver dedans maintenant là. Ça va ouvrir maintenant une effraction cutanée. Et cette effraction cutanée maintenant là, les germes là maintenant vont se proliférer davantage et ça va créer des plaies au niveau de la partie génitale de l'enfant. Et là, l'enfant sera en train de pleurer tout le temps. Et vous ne savez pas, n'allez peut-être pas comprendre, mais il faut comprendre simplement que ça brûle. Quand ça brûle, l'enfant va pleurer. S'il ne peut que pleurer pour dire ce qu'il a, il va que pleurer. Il va jacasser, il va se tirer. Sachez que quand il pisse une fois, vous-même vous savez quand vous avez plaie au niveau de votre génital et que vous pissez, vous savez ce qui se passe. Oui, surtout quand on ne nettoie pas papier mouchoir là, on sent mauvais. C'est même l'odeur d'abord. Et puis on a des irritations. Brûlure là, quand l'urine c'est salé. Quand le sel va rentrer dans les plaies, ça va brûler. Et l'enfant, tout ce qu'il peut faire, c'est continuer à pleurer, vous dire que ça fait mal. À vous de comprendre. Oui, il faut. Et encore que c'est encore l'origine vite pour que l'enfant fasse une infection urinaire. Parce que si vous ne faites pas vite, surtout la jeune fille, et que le reste est à peine de 3 cm par rapport à l'orifice à l'estène, si vous ne faites pas éviter que ces germes-là, maintenant, il peut facilement atteindre l'urètre, rentrer dans la vessie de l'enfant, et c'est comme ça votre petite fille va commencer par faire des infections. C'est vrai que c'est aussi chez l'enfant, mais je vais revenir sur le cas du garçon particulièrement, pour faire comprendre. C'est vrai, c'est difficile pour les garçons que ça traverse l'urètre jusqu'à faire l'infection urinaire, mais ça va créer quand même une infection que je vais développer quand je vais revenir sur le cas du petit garçon. Quand je vais revenir sur les soins au niveau des parties génitales, qu'il faut comprendre quand l'enfant commence à faire ci, qu'est-ce qu'il a besoin. Les parents ont l'habitude, quand ils font les bains de l'enfant, ils peuvent laver l'enfant pendant 2 heures de temps. Et l'enfant crie. Mais quand l'enfant pleure, vous devez comprendre qu'est-ce que l'enfant est en train de dire. Si vous lavez l'enfant à un moment, il ne pleure pas. Vous arrivez à un niveau, il commence pas à crier. Demandez-vous, mais pourquoi je l'ai lavé cette partie du corps, il n'a pas crié. Maintenant, je l'ai lavé telle partie du corps, il ne commence pas à crier. Vous savez, parfois on sait pourquoi l'enfant crie, mais on veut quand même le faire. Oui, c'est comme... Bon, laissez pas aller purger. Quand tu veux purger l'enfant, il va pleurer, c'est normal qu'il pleure, non? Ou bien pas forcément ici, donc moi, une pratique là, je sais pas comment je vais définir ça. Surtout si c'est une fille. Et non, oui. Ils prennent l'eau là, et puis mettre ça dans la partie génitale de l'enfant. L'enfant va crier. C'est pour rendre dynamique cette partie là. C'est là, il faut que je vous explique.
que c'est totalement l'inverse. Oui. Ça produit toujours l'inverse. Quand il dit tout, c'est que c'est toujours. Peut-être vous n'allez pas remarquer. Alors, quand on parle de la partie génitale de la petite fille, pour le bain, c'est-à-dire pour les besoins de l'enfant, parce que vous vous dites que l'enfant a besoin de ça, c'est pour ça que vous le faites. Même si l'enfant ne manifeste pas le besoin. Vous pensez que c'est un besoin systématique pour l'enfant. La partie génitale de l'enfant est faite, si c'est la petite fille, vous voyez les lèvres, vous avez le clitoris en haut, vous voyez l'orifice vaginal, l'orifice urétral et l'orifice vaginal, et puis l'orifice anal, en bas complètement. Lorsque vous décidez de laver cette partie-là, qui est importante pour l'enfant, pour sa croissance, pour sa vie d'adulte et sa vie sexuelle, sa vie de maternité, vous prenez, généralement dans la plupart des cas, il y a des gens qui savent le faire, il y a des gens qui ne savent pas le faire. Mais tout le monde est devenu champion en matière de laver l'enfant, sans réellement apprendre, connaître les différents éléments qu'il faut éviter à ne pas, les gestes à ne pas poser, parce que ça peut conditionner la vie, toute la vie de l'enfant avec ça. Il y a le clitoris en haut, comme je l'ai décrit de haut en bas. Lorsque vous voulez laver, vous voulez mettre des jets d'eau. Ça se met en haut du pubis. J'ai bien précisé, en haut du pubis. Pas sur le clitoris. Même si le clitoris, là, faites attention, c'est un organe très sensible. Vous allez détruire la terminaison nerveuse au niveau de cet organe parce que vous allez penser que vous voulez faire ça pour que l'enfant soit. Oui, développer le réflexe. Ça ne développe pas le réflexe, ça détruit le réflexe. Vous agressez le réflexe, vous agressez le clitoris. C'est un organe hyper innervé, vascularisé, innervé, qui fait que quand vous faites ça, est-ce que quand vous faites ça en tant qu'adulte, ça vous êtes assez agréable? Non. En dehors de côté sexuel, que c'est, on décide d'agresser le clitoris. On la graisse pas, on la triture, c'est différent. Le jet d'eau pour un enfant fragile, c'est comme quelque chose qui est en train de l'agresser. Et vous ne préparez pas cet enfant à avoir une vie sexuelle épanouie. Ça, je vous le dis. L'inverse, vous pensez que ça fait. En fait, c'est pas vrai. Vous venez réinventer la roue ici. Non, je ne réinvente rien. C'est comme ça, bon. Non, je ne réinvente rien. Réfléchissez un tout petit peu. Non, je suis la logique. Hein. Je suis la logique, mais ceux qui nous suivent... Et justement, c'est pour ça qu'on les appelle. Vous connaissez l'expression fatidique. Oui, on a toujours fait ça. On a toujours fait ça, mais le résultat a donné quoi? J'en ne suis pas morte. J'ai une vie sexuelle normale. Ah, quand on dit que vous avez une vie sexuelle normale... Je n'en souffre pas. Et quand je sais que ma maman, pour laver l'enfant, c'est la badine pas. Ah, bon, vous avez une vie sexuelle normale. Pour vous, est-ce que pour votre conjoint, c'est normal? D'accord. Je vous l'espère. Ah, ça, c'est un niveau qu'il faut comprendre parce que, quand vous dites, il y a des femmes jusqu'à aujourd'hui qui ne ressentent jamais rien pendant les débats sexuels. Rien. Pourtant, on leur a fait ça. Et il y en a d'autres qui sont carrément à l'opposé. Vous ne posez pas la question pourquoi c'est comme ça. En tout cas, ce que j'essaie d'expliquer, il faut juste réfléchir. L'enfant, on a déjà dit que le bébé est très fragile. Et quand on dit fragilité, tout ce qui peut agresser l'enfant n'est pas bénéfique pour l'enfant, même s'il supporte. D'accord. Il va crier, il va pleurer pour vous dire que je ne supporte pas. Ce n'est même pas là le problème. Mettez ça sur le clitoris, tout ce que vous voulez. Encore qu'en temps, il y a certains temps qui, le clitoris, c'est un organe qu'il faut enlever. Même si aujourd'hui, il y a des batailles, pour... Parce que pour eux, cet organe, il faut le détruire. Cet organe, il faut l'amortir pour ne pas qu'il permette à la femme d'avoir un plaisir sexuel intense pour le conduire à un dérapage. En fait, c'est le principe. On met l'eau, on met ces jets, on veut détruire ces réflexes-là, ces sensibilités-là, on veut détruire ça parce qu'on sait de toute façon, on va l'enlever plus tard. Et les gens ont vu que les gens ont fait. Et quand les gens ont vu, les gens ont extrapolé ça maintenant partout et systématiquement, tout le monde en fait. Sans comprendre l'idée qui est derrière, pourquoi on en est arrivé là. Et malheureusement, la plupart payent le prix aujourd'hui et que la vie sexuelle est totalement compliquée. Ils se marient et puis c'est compliqué. Je ne veux pas vous dire ce qu'on voit dans ces domaines-là, c'est trop compliqué. Mais on ne sait même pas l'autre jour, donc voilà. Donc on va laisser ce débat. Donc, quand, à ce niveau-là, du moins, ce qui choque, au fait, ce qui est important à ne pas faire pour l'enfant, c'est que les jets d'eau là, ne les dirigez pas jusqu'au niveau de l'orifice vaginal. Parce que j'ai déjà assisté moi-même et que les jets d'eau là, ce n'est même pas sur les clitoris, on le mettait, mais on le mettait entre... Directement dans le vagin. Dans le vagin et l'orifice vaginal. Urétral vaginal. Parce que les deux sont tout à fait côte à côte. Sur l'urètre. Est-ce que c'est pas sous le réflexe que le vagin contient des microbes et qu'il faut nettoyer? C'est à vous de nettoyer le vagin. C'est la question.
Ce n'est pas à vous de nettoyer les vagins s'auto-nettoient. Depuis la naissance? Depuis la naissance. Et vous devez savoir, quand vous prenez l'hymen du nouveau-né, c'est pratiquement immédiatement fermé. Et lorsque vous commencez par faire ce jet-là, c'est vous qui ouvrez l'orifice vaginal. Vous avez déviégé votre... Vous venez de déviéger votre petite fille depuis la naissance. Et l'hymen n'est plus là. On prend une petite fille comme ça, il n'y a plus rien. Même Esther n'est pas d'accord. Ça, c'est une bonne maman. Elle n'est pas d'accord. Justement. Comme elles sont nombreuses maintenant, elles vous écoutent, elles ne sont pas d'accord avec vous. Je n'attends pas qu'elles soient d'accord avec moi. Mais vous dites pour vous. Docteur, Je vais mais dire ce que j'ai à dire. malgré que ce soit fermé, qu'on nettoie, c'est toujours fermé jusqu'à un certain âge. Non. Quand vous mettez le jet de nettoyer, ne veut pas dire le jet. Je parle du jet d'eau que vous envoyez dans l'orifice vaginal. Entre l'urètre et le vagin, ce jet d'eau-là, c'est trop fort pour un nouveau-né qui a tout organe, qui est tout son corps qui est fragile. Ça va pousser d'abord l'orifice hyménal et ça va l'élargir. En l'élargissant, vous créez un orifice qui est plus large qui permet maintenant le passage des microbes de l'extérieur vers l'intérieur. L'enfant porte couche, l'enfant porte les trucs, les pagnes et autres, ils puissent maintenant, les microbes là vont maintenant pénétrer la muqueuse vaginale de l'enfant. C'est comme ça votre petite fille commence les infections du nourrisson. Infection génitale du nourrisson. Et c'est ce qu'on reçoit ces derniers temps-ci. Infection génitale du nourrisson. Oui, c'est tout le temps on reçoit ça maintenant. Infection génitale, vous dites. Et je vous dis, infection génitale du nourrisson. C'est ce qu'on reçoit actuellement. J'ai une maman qui a 2 filles parmi ses enfants. Les 2 filles ont fait infection depuis qu'ils ont 2 ans, 3 ans. Génitale. Elle-même, elle a dit qu'elle traîne ça depuis l'enfance jusqu'à maintenant. Elle a putain de 38, 39 ans maintenant. Elle n'a jamais trouvé moyen pour régler. Ils ont décodé Justement parce que les mêmes pratiques qu'on lui a fait, elle a fait ses examens aussi à ses 2 filles. Et les 2 filles ont exactement les mêmes problèmes. Il ne faut pas agresser le vagin de l'enfant. Laissez l'hymen protéger l'orifice vaginal et vous pouvez laver les lèvres jusqu'au niveau de la partie anale. Mais n'envoyez pas des trucs qui peuvent ouvrir davantage l'orifice hyménal de l'enfant parce que vous allez l'exposer maintenant au déplacement des microbes de l'extérieur vers l'intérieur. Mais c'est simple pour que la maman fasse l'exploration. Quand le bébé il est né, vous voyez comment l'hymen est. Maintenant, quand vous commencez à faire ces soins, vous voyez ce que l'hymen devient. Là, vous allez tirer facilement les conclusions. Je pense. Il faut arrêter les mauvaises pratiques. Justement, est-ce qu'on sait que c'est mauvaise pratique? Bon, on ne fait même pas le lien, c'est bien là, avec ce qui se passe chez l'enfant. C'est ça, au fait, le truc. Parce que cette dame, il suffit que je lui demande comment vous lavez les enfants et expliquez-moi comment vous faites. Qu'elle se rend compte en fait que, effectivement, elle avait remarqué à un moment donné qu'il y avait des trucs blancs qui sortaient du vagin. Elle se disait que oui, que ce qu'elle faisait c'était bien, qu'elle en nettoyait. Sans savoir qu'en fait, que c'est des infections qui ont déjà commencé. Des enfants qui ont des pertes, c'est ça? Oui. Ça s'entend pas, hein? Justement parce que vous ne prêtez pas attention à ça. Je demande au moment maintenant de commencer par surveiller les enfants. La muqueuse vaginale. Ils vont commencer par remarquer des petites fils blanchâtres qui sortent du vagin. Ça veut dire déjà que vous êtes en train, il y a déjà de l'eau qui pénètre les vagins. Je vous ai déjà dit qu'on ne nettoie pas les vagins avec la main, qu'on n'envoie pas de l'eau dedans. Parce que les vagins qui s'auto-nettoient et qui balayent tout jusqu'au niveau de l'orifice hyménal et que c'est à vous de nettoyer. L'eau ne rentre pas dans les vagins parce que c'est une composition, c'est un pH qu'il faut maintenir pour permettre à ce que l'enfant, en grandissant, soit capable de lutter contre les infections. D'accord. On a des jeunes filles, adolescentes, vierges qui n'ont jamais connu des hommes. D'abord que l'hymen n'y est plus. Ensuite, maintenant, elle fait des infections à répétition. Vous vous demandez comment est-ce que c'est arrivé? Bien, c'est ça le problème. Vous avez appris à détruire complètement la muqueuse vaginale. Vous avez appris à détruire le pH vaginal de la petite fille et l'enfant grandit avec ces problèmes-là. Bon, revenons au cri. Parce que là, moi, Chez vous, vous avez des formations, bien vous apprenez aux mères comment relaver leur enfant, ou bien comment, pour que ces genre d'erreurs ne reviennent plus. Justement, en tout cas, moi particulièrement, quand la maman est là, je lui dis comment faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Parce que ça va être un peu un geste banal pour vous, mais ça peut conditionner toute une vie. C'est vrai de dire, mais est-ce que vous montrez, est-ce que la pratique se fait pour qu'elle voit un peu ce dont vous parlez? Bon, vous voulez qu'on amène la bassine à l'hôpital et qu'on lave? Ça là, c'est une science. S'il faut en arriver là. S'il faut en arriver là pour que ça fonctionne, je suis d'accord. Il faut bien le faire. Mais aujourd'hui, à l'aide où on parle aujourd'hui, et c'est vrai, il y a des sciences d'éducation, de nutrition, tout ça là qui sont. Mais une science de laver les bébés là, je n'ai pas encore vu quelque part où on le fait. Vous en mais parlez. nous on en parle, nous on l'explique comment il faut faire. J'en ai fait même des vidéos pour expliquer comment il faut faire pour éviter que ça soit problématique pour l'enfant. D'accord. La même chose avec le petit garçon. C'est là que c'est intéressant.
L'enfant naît, vous allez voir le sexe de l'enfant, il a une petite peau qui couvre le gland de la tête du pénis de l'enfant. Alors là, il faut décaloter quand vous lavez progressivement, sans tout autant forcer et créer des plaies, que ça saigne. Non. Progressivement, on décalote le gland de l'enfant, on met de l'eau. Ça a besoin que vous mettez de l'eau pour pouvoir faciliter le décalotage. Si au bout d'une semaine et que le gland reflue de descendre en bas du gland de la tête du pénis de l'enfant, sachez que votre enfant, c'est ce qu'on appelle phimosis. Le phimosis, c'est qu'il y a des adhérences qui tiennent la poche là à la tête du gland de l'enfant. Il faut aller faire la circoncision. Ne forcez pas à vouloir décaloter forcément. Maintenant, l'eau que vous lavez, que vous mettez tous les jours maintenant, à partir de cet instant, sur le sexe de l'enfant, vous ne le faites pas du bien. Il va crier, il va pleurer, parce que l'orifice là, vous allez voir que c'est l'orifice urétral, c'est l'urètre. Oui, quand l'eau entre même et puis l'urine là, on dit que ça fonctionne. Je ne fais que dire ce que les mamans disent. Parce que moi, je l'interprète la parole aujourd'hui. Ça là, j'ai entendu. Ça fonctionne. Maman, elle dit, s'il n'urine pas, c'est que le truc ne fonctionne pas. Il faut qu'on mette jusqu'à il va uriner. S'il sort le jet d'urine là, ça dit que le réflexe qu'on sollicite là est là. Ça veut dire qu'elle a débouché le tube. Il y a compris le truc. C'est que les mamans disent. Maintenant, le problème c'est que l'orifice urétral, en fait, c'est pas là qu'il faut mettre de l'eau. Mais sur le gland, la poche là, il faut laver l'intérieur de la poche là. C'est ça qu'on doit laver, c'est ça qu'on doit, là on doit mettre de l'eau pour laver, pour sortir tous les microbes qui sont là, jusqu'au temps où vous allez décider de couper, circoncire l'enfant. Mais vous n'arrivez pas à décaloter, vous n'arrivez pas à descendre cette poche. Mais vous continuez quand même à mettre de l'eau sur le bout de là où l'enfant urine. C'est une muscle lisse. S'il vous plaît, docteur. En fait, c'est toujours, on dit, mon peuple meurt par faute d'ignorance. Par faute de connaissance. Il faut pouvoir, par faute de connaissance, pardon. Il faut pouvoir expliquer aux gens que l'urine, c'est pas l'eau que vous mettez dans le tuyau là. C'est ce qui sort de la poche de l'intérieur. C'est l'eau qui rentre à l'intérieur par la bouche. Ou qui produit l'urine. Et non, c'est ce que vous mettez au cours des toilettes. C'est ça qu'on essaie d'expliquer au moment, même si parfois c'est pas gagné d'avance. Mais on sait qu'aujourd'hui, quand même, on va continuer à le dire jusqu'au moment où l'argent, on va prendre conscience d'y arrêter. Ce qui se passe en fait, et que presque tous les petits garçons à qui on fait ce genre de pratique, c'est que le bout du pénis de l'urètre là s'enflamme. Et ça devient rouge. Et à chaque fois que l'enfant doit pisser, il va pleurer. Parce qu'il a déjà une plaie qui est là, ça le brûle. Il va jacasser, il va tourner, pleurer, il finissait d'uriner et ça va se calmer. C'est la même chose qui se passe quand il y a déjà les plaies au niveau de la partie génitale. Quand il pisse, il urine dans les couches et autres, là, quand ça touche ça, ça brûle et il pleure. C'est la même chose sur le petit garçon. Quand il commence à vouloir pisser, il va commencer par crier, pleurer. Sachez que vous-même, vous avez déjà traumatisé le méa urétral. On explique que ce n'est pas le méa urétral qu'il faut laver. Ce n'est pas là qu'il faut envoyer de l'eau. C'est un muscle lisse. Et quand vous envoyez de l'eau, ça agresse déjà le muscle lisse, comme tous les muscles qui couvrent l'orifice hyménal. C'est la même chose au niveau de l'urètre du petit garçon. C'est lisse et c'est très fragile. Quand vous mettez les jets d'eau, vous agressez ces muscles lisses-là et que ça devient rouge. Là, maintenant, quand ça va devenir rouge, c'est qu'il y a des plaies, il y a des ouvertures. Et maintenant, l'enfant va pisser, encore que vous n'avez pas réussi à enlever le gland. Les gemmes qui sont là maintenant profitent pour rentrer dedans. Et aujourd'hui, on parle des infections urinaires chez le petit garçon. À ne point en finir. Avec parfois même des gemmes, tu te demandes où est-ce qu'ils ont trouvé ces gens de gemmes. Qui n'est même pas sensible à un petit antibiotique parce que déjà que même la maman a déjà abusé tellement des antibiotiques qui fait que même l'enfant qui est sorti de lui n'est plus sensible à tel ou tel antibiotique. Et il faut acheter des antibiotiques qui coûtent excessivement cher pour pouvoir soigner ces gens d'infections urinaires. C'est pour ça qu'on dit, si vous ne savez pas faire, ne le faites pas. Demandez à quelqu'un qui maîtrise mieux de vous expliquer. En faisant ça, vous savez, moi, ma maman, pour mon dernier enfant, mon petit garçon, elle a demandé, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Comment on fait ça aujourd'hui? En fait, c'est le réflexe qu'on demande. Est-ce que ce que je faisais avant, c'était bénéfique pour les enfants? Mais aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on ne doit plus faire? On lui apprend, et elle fait de façon, et tout est calme. Mais il y a des gens qui disent, non, j'ai fait ça sur toi-même. Laisse-moi, c'est comme ça, je fais toujours. Non, on peut faire mieux. On sait que c'est un geste qu'on veut faire pour pouvoir aider les enfants. Mais est-ce que c'est bénéfique pour l'enfant? Est-ce que l'enfant accepte? Mais parce que l'enfant s'est accommodé à ce que vous faites, qu'il est d'accord avec. Ceux qui ne sont pas d'accord, tout de suite, là, vous faites une réaction vraiment grave et que vous courez. D'accord. Et c'est quand vous courez maintenant que vous apprenez la leçon de cette situation douloureuse que maintenant que vous
vous apprenez vrai la leçon. On n'a même plus besoin de parler de ce genre de situation. Vous-même, vous avez vu le résultat. Ne faites plus quand vous rentrez. Et le problème est réglé. Même si on sait qu'à l'arrivée à la maison, il va encore répéter les mêmes gestes. D'accord. Vous allez respirer un peu, histoire de permettre à André de renchérir sur ces pratiques mauvaises, puisque tout est dans l'observation. Est-ce que l'enfant se laisse toujours observer aussi? Oui. Pour le nouveau-né, jusqu'à l'enfant, il vous dira toujours, parce qu'il n'est pas dans le jugement, il n'est pas il n'est pas guidé ou contenu par des règles sociales. Il est dans la vie primitive. J'ai faim, je mange. Et je suis heureux, je le dis. Et je suis triste, je l'exprime. Comment il exprime cette tristesse? En pleurant toujours. Un nouveau-né, il est riche en termes de communication. Il a un fort potentiel de communication. Et si on ne le sait pas, parce que souvent, on se dit, c'est un bout de chair. On chosifie l'enfant en se disant, comme il ne parle pas, il n'y a rien qu'il dit. La communication n'est pas que verbale. Donc, il faudrait qu'on apprenne aujourd'hui à savoir que l'enfant, le nouveau-né, il a un gros potentiel de communication. Et j'ai dit, c'est la relation que vous établissez avec, c'est une interaction. Il va agir, comportement, et vous allez agir. Plus tard, il va apprendre dans la société, auprès de vous, les paroles, pour commencer par, ou d'autres gestes encore pour. Donc, tant qu'on ne reste pas attentif, je le dis, peut-être certains se disent, et puis c'est normal, on dit, c'est comme si l'enfant devient roi, il faut être à son service. Ah oui, parce qu'il développe trop de caprices. Bon, ce n'est pas des caprices. C'est en fait ça. Notre capital d'information en tant qu'adulte nous fait interpréter mal ou décoder mal ses réactions. L'enfant qui, si c'est agréable, il ne va pas se plaindre. Mais si c'est désagréable, il vous informe que c'est désagréable. Votre réaction par rapport à son expression, ce qu'on oublie, c'est que ça va fonder plus tard qui il sera dans la société. Est-ce que vous pensez en tant que parent que telle réaction que je donne lui permet demain de devenir un enfant très affectueux, très attentif, généreux? Vous êtes en train de l'établir déjà à partir depuis le fœtus, comme je l'ai dit, jusque-là. C'est une épreuve difficile, vous savez, il y a toutes les mamans de nouveau-nés, toutes les nourrices donc vivent cette époque. Les 3 premiers mois de l'enfant, on ne dort pas. C'est difficile. Donc, on pète vite le câble, si je peux le dire comme ça. C'est insupportable. L'enfant laisse la nuit. Parce que psychologiquement, déjà, tu ne te prépares que dans un environnement de difficulté. Tu te dis, c'est une charge supplémentaire ingérable. Parce que on est en train de dire quelque chose. Une mauvaise pratique qui s'est vite répandue et qui est devenue la norme. Donc, est-ce qu'on a le courage de dire, pour moi, ça, c'est un bon projet? Vous voyez, ce qu'on fait avec amour, on ne le sent pas comme un poids. Autant dans le travail que partout. Si vous avez désiré cet enfant, comment ça commence? Déjà même, avant même la grossesse, avant même ce rapport sexuel avec, vous imaginez déjà votre enfant. Quand mon premier va venir, vous savez déjà si c'est garçon, si c'est fille. Vous l'imaginez déjà. Il aura telle tête, son oreille sera comme ça, il aura telle bouche, ma fille aura une... Vous imaginez déjà votre enfant dans des habits. Et le mari aussi pareil. Mais quand vous ne passez pas cette étape et qu'ils viennent comme une surprise, et on ne s'y attendait pas, et puis on se rend compte, on commence par écouter, au lieu de prendre les informations d'alentour, genre, quand un enfant vient, comment on fait, comment, et de se projeter, de maintenant élaborer son projet, on prend ça comme, mais tout ça là, c'est impossible à faire.
Mais ce n'est pas possible. Mais lui va venir. Donc quand vous êtes déjà dans le fait que c'est une charge supplémentaire qui vient pour moi, quel que soit ce que l'enfant va faire, ça va être pour vous pesant à faire. Donc il faut commencer par... Maintenant, vous n'avez pas eu à élaborer le projet jusqu'à ce que l'enfant sorte. Il est sorti. Je vais vous faire rire. J'aime bien cette histoire-là. Il a dit tout à l'heure, il y a quelques années, ma petite soeur qui fait son premier-né, et le matin, quand ils sont revenus à la maison, maman qui dit, je ne peux plus la laver parce que je ne suis plus d'actualité. Cherchons une jeune mère pour venir faire l'exercice. Et ma petite soeur qui se réveille et qui regarde son enfant sur le lit, dit, mais maman, comment on fait? C'est ça là maintenant, là, on va commencer par où? Donc, elle s'est dit, mais ça, toi maintenant tu es venu, c'est tellement de charges, c'est tellement de... Donc quand vous abordez ça comme ça va être difficile pour vous. Tout ce qu'on demande au moment, c'est que le projet, c'est déjà là. Faites un travail sur vous pour l'accepter. Et mieux vous allez vous mettre, pas à son service, à son écoute, plus facile ça va être pour vous. Plus facile, réellement, ça va être pour vous. Vous voyez, l'enfant, que vous le vouliez ou non, le nouveau-né, il a établi une relation duelle, fusionnelle avec vous. Et qui va se prolonger les 2-3 mois après sa naissance. Vous ne pouvez pas, parce qu'il est sorti, vous revenez de l'hôpital et le lendemain, vous dites, c'est déjà fini. Enfin, j'étais sorti, que ton père aussi vienne s'occuper un peu. Donc, quand vous envoyez ce message comme ça, alors que j'ai dit une relation duelle, fusionnelle, c'est pas seulement dans les comportements, c'est aussi dans les ressentis que vous avez partagés avec l'enfant. Donc, votre tristesse, c'est sa tristesse. Votre joie, c'est sa joie. Et le message que vous lui envoyez, il va réagir à ce message. Donc, quand vous le prenez comme un poids, il ressent qu'il est pour vous un poids. D'accord. Donc, le travail à faire, c'est que il faut accepter le projet. Il faut dire, c'est ma chose. Et il me dit aussi, tu as tout. C'est toi qui vas forcément t'y mettre. Donc, tant qu'on ne fait pas ce travail psychologique comme, c'est pas une charge supplémentaire. D'accord. La relation psychologique dont vous parlez avec l'enfant, est-ce qu'à un moment donné, lui-même, il ne peut pas ressentir que sa maman est un peu fatiguée, qu'il faudrait qu'il se remette en cause et laisse maman dormir quelques heures. Là, vous n'êtes plus en train de parler du nourrisson, du nouveau-né, du nourrisson ou de bébé. De la même manière que je le comprends, vu que lui comprend tout. Et que quand papa crie sur moi, là, il sait, et puis il sait faire la minute quand papa là. Il n'a qu'à aussi comprendre que maman est fatiguée. Justement, vous comprenez, l'enfant, si vous prenez l'enfant, quand il est le nouveau-né là, il a des périodes où il vous laisse en paix. C'est quand l'homme doit dormir que lui... Bon, c'est ça en fait. C'est quand on ne doit pas dormir que lui vous laisse en paix. Voilà encore quelque chose qu'il faut qu'on se dise. Vous voyez, vous êtes une jeune mère. Vous savez que la vie de l'enfant, là maintenant, c'est 3 choses, 3 étapes. Manger, pleurer, dormir. Ça va être ça. Et il va le faire de façon régulière, selon que son organisme le demande. Mais vous ne vous planifiez pas sur son rythme. Et vous voulez que ce soit lui, alors que la logique, c'est vous qui allez vous planifier sur son rythme. Je ne sais pas si on se comprend. Si, je vois. Mais vous ignorez qu'il est là. Vous voulez continuer votre vie comme avant. Ou au mieux, vous prenez ses besoins ou ce qu'il... Oui, ses besoins maintenant comme une charge supplémentaire qui ne vous donne plus de temps. D'accord. Donc il faut s'adapter à lui. Il faut vraiment savoir que c'est un projet qui a besoin de s'adapter, d'adaptation, et la planification doit être permanente. L'enfant, les besoins, votre disponibilité quand l'enfant a entre 1 semaine et 4 semaines, ça ne va pas être les mêmes choses que quand il aura entre 12 semaines et 2 ans, etc. Ça ne va plus être les mêmes choses. Donc, à vous de savoir que la grossesse, il faut que je m'adapte comme ça. Mais quand il sort
de la même manière, vous aviez eu le projet imaginaire d'enfant, de la même manière, vous devez pouvoir planifier. La première semaine, je vais me comporter comme ça. La deuxième semaine, je vais me comporter comme ça. Mais si vous ignorez tout ça, j'ai dit n'importe quoi, hein, vous êtes fatigué. Mais parce que c'est la belle-mère qui est venue vous aider, il faut que je lui montre que je ne suis pas une femme fainéante. Si mon enfant est en train de dormir, je vais m'occuper de ci, de ça, de ci, de ça, de ci, de ça. Pendant ce temps, l'enfant va se réveiller. Lui n'est pas en train de calculer que vous êtes en train de dormir ou pas. Et quand lui va se réveiller, il va s'exprimer. Absolument. Et là, vous allez penser qu'il perturbe. Et vous êtes fatigué. Et vous voulez qu'il comprenne que vous êtes fatigué alors qu'il sait que vous ne vous êtes pas reposé. Donc quand lui dort, moi dois dormir. Il faut trouver le temps. On n'a pas dit de dormir autant que lui, mais trouver le temps. Planifiez-vous sur son programme, sur son rythme, je veux dire. Okay. Et ce rythme-là est très lisible et très, comment on appelle, c'est accessible. C'est pas que vous n'allez pas qu'il réagit de façon impulsive, non. Quand il est rassasié, quand il est satisfait, il est calme, il ne vous dérange pas. Absolument. Et dans l'environnement, vous devez pouvoir trouver aussi des choses qui apaisent votre enfant. Je disais tantôt, moi, ma première expérience a été avec ma nièce. Quand elle est venue, tout de suite, quand je suis là, dans mon lit, avec une radio volume vraiment basse, qu'elle est sur ma poitrine pendant un moment, quand elle s'endort, tu la déposes sur le lit, mais il faut aussi savoir comment mettre les couches là, sinon, si vous mettez en désordre, elle se réveille et puis c'est parti. Donc, et le volume aussi, mais à une certaine distance, quand elle a l'impression que vous êtes à côté, elle dort tranquillement pendant un moment, mais quand elle se réveille, c'est que le besoin est là. Donc ça, il faut pouvoir vraiment l'apprendre, et c'est la, comment dire, la prise de contact qu'on ne fait pas bien. Et en tant que maman, personne ne va aller vous dire, inscrivez-vous ici, on va vous apprendre si. On parle d'instinct maternel, de désir de vous, ça part de vous. C'est vous qui aviez fait votre projet, qui l'aviez fait venir. Ce projet ne peut pas être géré par quelqu'un d'autre. Bon, excuse-moi, mais quand on dit vous, c'est vrai, c'est les mères d'abord, et les pères aussi. Les pères aussi. Quel est souvent ce besoin de la nuit profonde? Ou alors il faut dormir, c'est maintenant qu'il commence. Et ça vient souvent. Il ne fait pas nuit dans le liquide amniotique. Non, c'est une question sérieuse. Parce que, non, sérieusement, il ne fait pas nuit dans le liquide amniotique dans lequel il vais vous expliquer. Parce qu'à ces heures-là, peu importe ce que tu fais, même quand tu lui donnes les tétés, tout ça, ça se calme pas. Des fois, on le change 1000 fois, on le nourrit, on fait tout, mais le bébé a envie de pleurer. Donc, commençons par la question précédente. Il fait nuit dans le liquide amniotique au moins. Il dirait que lui, il ne connaît pas la nuit, il connaît pas la nuit, il ne connaît pas le jour, c'est selon son tempérament. C'est lui qui décide quel est son jour, quelle est son nuit. C'est nuit. C'est pas à vous. D'accord. Mais quand il sort là, bon, je vais revenir sur ça pour mieux expliquer, mais laissez pas partir des mots de vente dont vous parlez pour que vous compreniez. Alors, l'autre geste que l'enfant ne supporte pas, qui vous dit tout de suite que je ne supporte pas, c'est quand vous mettez l'eau dans son anus. Oui. Bon, d'abord, il y a certaines catégories de personnes qui disent que quand ils mettent l'eau, c'est pour permettre à ce que l'anus de l'enfant soit plus solide. D'autres disent que c'est pour permettre à ce que l'enfant fasse des selles. D'autres disent que c'est pour permettre à l'enfant de ne pas faire des atitas au niveau de l'anus. Et au finish, on ne sait plus trop pourquoi. On le fait. On le fait. Tout le monde le fait parce que on le fait. On l'a toujours fait. Si tu lui demandes pourquoi, j'ai entendu que c'est pour permettre à ce que l'enfant fasse des selles. Tu poses à un autre moment et dit que non, j'ai appris que maman a dit que c'est pour que l'enfant ne fasse pas des atitas. Tu poses la question encore à un autre moment, il te dit que non, que c'est pour permettre à ce que l'anus de l'enfant soit solide. Chacun émet des hypothèses. Docteur, avant que vous nous dépassiez cette partie de nettoyage à l'eau là, je voudrais poser une question rapidement. Parce que j'ai remarqué que chaque fois, par exemple, quand l'enfant fait pipi ou qu'il va aux toilettes, on le nettoie avec l'eau. Donc, même si c'est au bout de 2 minutes, 3 minutes et tout ça, c'est avec l'eau. Est-ce que ça ne fragilise pas? Est-ce que ça ne laisse pas entrer maintenant les poids? Est-ce que ça n'ouvre pas les portes tout le temps qu'on le fait? Le nettoyage de l'enfant, comme on l'avait déjà dit dès le départ, c'est que vous êtes en train d'apprendre l'enfant à être propre. À savoir que ça là, c'est la saleté, ça là, il faut s'en débarrasser. Mais quand on utilise de l'eau, bon, quand vous sortez, vous n'êtes pas à la maison, vous faites comment?
fait avec? On fait avec. On a des petites lingettes, on a des petits torchons qu'on utilise pour nettoyer les sièges de l'enfant. Et puis, quand on arrive à la maison, on fait un bain normal à l'enfant pour nettoyer tout ce qui est là. C'est-à-dire que vous vous adaptez dans votre situation. C'est parce que vous êtes à la maison que vous utilisez toujours de l'eau pour rincer. Ça ne gêne pas. Rincer si vous avez envie de rincer. Mais c'est la façon dont vous rincez, c'est que si chaque fois vous devez utiliser un savon ou quelque chose, ça qui n'est pas bien. Comme on l'a déjà dit pour les soins intimes, on peut juste rincer avec de l'eau simple et nettoyer les urines que l'enfant a émis. Je suppose peut-être par exemple, vous venez de faire la circoncision et que l'enfant a émis des urines ou a fait des selles. Si vous ne nettoyez pas, c'est des microbes qui sont là qui peuvent rentrer. Et que si votre enfant, vous avez déjà mis l'eau dans le milieu rétral d'un garçon et que ça s'est déjà enflammé, qu'il y a déjà une rougeur là, s'il fait pipi que vous n'essayez pas vite d'enlever tous ces éléments de son entourage, ça peut être l'orifice d'entrée de la multiplication des bactéries maintenant. Et l'enfant va commencer une infection en dehors déjà des traumatismes qu'il a déjà au niveau de la tête et au niveau du milieu rétral. Donc, il faut nettoyer. Maintenant, si je reviens maintenant sur les soins au niveau de la dernière partie qui est plus bas, c'est vrai, on peut mettre de l'eau, on peut rincer, on peut nettoyer, tout ce que vous voulez. Maintenant, ça va dépendre, de quel jet d'eau frappe l'orifice anal. Quand j'ai dit le jet d'eau, on a déjà dit que l'organe de l'enfant est très fragile. Oui. Alors, tout ce qui sent comme quelque chose qui agresse les tissus de l'enfant, vous savez que l'anus également, c'est une partie qui est tellement énervée, tellement vascularisée, qui fait qu'on sent facilement les sensations là-bas, on sent facilement des douleurs à ce niveau. Vous pouvez finir de faire laver l'enfant, le traumatiser, le gesticuler, tout ce que vous voulez, jusqu'à ce que l'enfant se fatigue à la fin, il s'endort. Vous dites que oui, vous avez bien fait le bain. Non. Enfin, si on sommeille là, c'est pour vous dire qu'il il est fatigué. Ce que vous venez de lui faire, il vous dit en même temps qu'il est fatigué. Donc c'est un sommeil de douleur. C'est un sommeil de douleur pour échapper à toute cette souffrance qu'il a subie pendant le bain. Et vous ne comprenez pas. Et vous répétez pour lui permettre de dormir parce que vous voulez du temps pour vous occuper à autre chose parce que vous ne comprenez pas. Et il dort comme ça et vous avez l'impression que c'est toujours bien de dormir comme ça. Et il va commencer par s'habituer que bon, c'est toujours ce qu'on fait, mais pas parce qu'il est d'accord avec ce que vous faites. L'orifice anal est formé des sphincters, dehors et dedans. Des sphincters. Sphincters. Qui permettent de retenir et de relâcher quand les selles viennent. Ce sont des muscles. Et ces muscles-là, vous devez laisser l'enfant éduquer ses muscles, rééduquer ses muscles et être capable tout seul de faire sortir les selles et de les garder. Et ça prend sa maturité autour des 2-3 ans. Okay. Vous voyez, ça prend le temps. Voilà. Maintenant, imaginons maintenant que vous avez décidé maintenant d'agresser ce sphincter vous-même. Donc, vous allez forcément retarder sa capacité à contenir les selles en amont et l'envoyer en externe. Ce qui va faire que quoi? Votre enfant, vous l'obligez à faire les selles, alors que vous ne le laissez pas lui-même apprendre à faire ses selles à la fréquence qui lui convient, qui lui permet d'être à l'aise. C'est vous qui décidez maintenant quand est-ce que l'enfant doit faire les selles. Non. Est-ce que vous décidez de quand est-ce qu'il doit manger? Lui, la faim, il va crier, il va manger. Mais laissez-le aussi décider quand est-ce qu'il veut sortir ses selles. Mais ce n'est pas à vous de toujours l'obliger à faire sortir les selles. Mais en ce faisant, vous ne savez pas que première chose que vous faites, c'est que vous fragilisez les sphincters, les deux sphincters, ce qui fait que l'enfant ne va pas pouvoir tout seul faire les selles. Vous serez obligé tous les jours de faire sortir les selles. Il ne fera pas. Il peut manger du matin, pendant une semaine, il ne va pas se faire sortir parce que tant que vous ne le faites pas, parce que vous avez éduqué son sphincter à une pression extérieure pour faire sortir les selles et l'enfant s'y habitue. Ce qui n'est pas normal. Alors, c'est ce qui amène premièrement les maux de ventre chez l'enfant. Okay. Vous allez faire, il va sortir les selles, ensuite maintenant il va manger, quelques minutes après il va commencer par pleurer des maux de ventre. Parce que quoi? Quand vous faites ça, la progression, le péristatisme intestinal qui est censé ramener progressivement les déchets jusqu'à ce que soit ça au niveau de l'anus, lorsqu'il arrive au niveau de la partie terminale, au niveau du côlon, la partie là on lui a dit qu'on ne sort pas tout seul. Lui va venir, va s'arrêter là. Les autres qui mangent vont venir s'arrêter, vont venir s'ajouter progressivement. Mais quand ça ne passe pas, l'enfant aura les maux de ventre forcément parce que déjà quand il est dans le ventre, c'est le liquide amniotique qu'il prenait tranquillement. Il le rejetait, il mangeait, il rejetait son liquide amniotique. Et quand il vient dans la vie maintenant,
On a décidé maintenant de lui mettre les seins. Il faut du temps pour que son tube digestif s'adapte à ce que la maman mange, à ce sein-là qui pénètre le tube digestif. Ce temps d'adaptation-là, vous retardez le temps d'adaptation-là avec votre forcing pour faire sortir les selles, pour ne pas faire sortir les selles. Ça va encore ralentir davantage le péristaltisme intestinal. Et votre enfant aura davantage les maux de ventre. Et vous allez vous demander pourquoi il pleure, pourquoi il a tout le temps les maux de ventre, alors qu'en fait, c'est vous-même qui provoquez. Il y a une dame qui était, elle a déjà tiré tous les médicaments possibles pour son enfant, ça ne passait pas. Toujours là, elle n'arrive pas à dormir la nuit, comme vous le dites. Quand elle est arrivée, la seule question que je lui ai posée, vous continuez de mettre de l'eau dans la nuit de l'enfant ou pas? Elle a dit oui, mais c'est toujours ce qu'elle faisait. Bon. Maintenant là, faites un petit test. Rentrez maintenant, ne mettez plus de l'eau dans la nuit de l'enfant pendant 2 jours, 3 jours. Et dans 3 jours, vous me revenez pour me dire si l'enfant là a encore les maux de ventre. Vous savez, elle est revenue avec une bouteille de vin. Vous l'avez vu seul? Tu as apporté ça ici? Vous l'avez vu seul? Non, en fait, c'était comme de la magie. Elle a cessé de mettre de l'eau dans l'anus de l'enfant. L'enfant a émis les selles tout seul. Elle s'est étonnée que, mais quand elle ne faisait pas ça avant, l'enfant ne faisait pas les selles. Et comme ça, l'enfant commençait pas à dormir la nuit, progressivement. Avant, il fait à peine 1 heure, 2 heures de temps la nuit. Maintenant, là, il fait jusqu'à 4 heures, 5 heures, 3 heures de temps pendant la nuit. Et elle-même a commencé par se reposer. Là, elle ne savait pas que c'était ça qui faisait que l'enfant n'arrivait pas à faire les selles et qu'il est tout le temps en train de crier. En fait, c'est un comportement qu'on a développé sans comprendre le fond, les raisons pour lesquelles quelqu'un qui l'a fait, l'avait fait. On a déjà dit sur ce plateau, il y a un clan qui faisait des bûches, par exemple, et qui les fait jusqu'à même les 60 ans, les 50 ans, parce qu'il n'arrive pas du tout à faire les selles. C'est-à-dire que vous obligez l'anus à faire les selles que quand vous l'agressez. Et c'est en ce moment que l'enfant fait les selles. Et si vous faites ça, votre enfant va manger, ça ne va pas descendre. Le péristaltisme va se bloquer. Encore au même moment, il y a une maladie qu'on appelle la maladie de Hirschsprung. En fait, c'est une partie du stade de côlon qui a un problème de péristaltisme. Ce qui fait que quand les aliments arrivent là, ça n'arrive pas à descendre les selles. Lorsque vous continuez à mettre de l'eau, c'est-à-dire que vous allez descendre les selles sans même permettre de faire le diagnostic de cette maladie. C'est quand on n'agresse pas, qu'on laisse l'enfant faire les selles et qu'on remarque que ça ne descend pas et que cette partie-là, c'est comme une partie muette du tube digestif. C'est là qu'on se pose la question que, qu'est-ce qui ne va pas? Et on va évaluer pour voir est-ce que c'est la maladie de Hirschsprung ou pas, pour vous dire ce qu'il faut faire, comment régler ce genre de situation. Mais quand vous ne permettez pas, vous allez voir des gens qui, en adulte étant adulte, ils peuvent faire 1 semaine sans aller à la selle. Ils peuvent faire 6 jours sans aller à la selle. Et pour eux, ça ne les dérange pas. C'est pas normal. Et ils ne savent pas que la constipation, c'est un facteur de risque de beaucoup de choses. Pendant ce temps, ils mangent 2-3 fois par jour. Par jour. Ils ne savent pas que c'est. Et il ne faut pas aller à la selle. Ça, de là, ça va élargir, ça va distendre le tube digestif. Et c'est le siège maintenant des pathologies cancéreuses. Et quand ça se développe à 35 ans, à 36 ans, un cancer de côlon ou un problème, et ils vont se demander d'où vient le problème. Alors que vous n'avez même pas cherché à savoir c'est quoi les complications, c'est quoi les risques qu'on est constipé. L'autre chose qu'on fait et que l'enfant va vous dire qu'il n'est pas d'accord, là, quand il veut faire les finir, selles, on a plus de temps. quand il veut faire les selles, il va commencer par pousser. Quand il commence par pousser, sachez que déjà que l'enfant là, il y a un problème. Il vous dit en même temps que maman, ce que tu viens de manger là, j'ai du mal à digérer. Ça passe difficilement. Mais si elle devient trop dure, il faut freiner, il faut arrêter. Et si vous ne comprenez pas son langage, vous qui avez déjà mis de l'eau dans son anus, vous avez déjà traumatisé, fragilisé, rend faible l'anus de l'enfant, le jour où il va vouloir faire essai, il va pousser comme ça, c'est là l'anus va sortir. C'est un prolapsus. Hein? C'est un prolapsus rétal. C'est vous qui avez préparé cet enfant à faire ce prolapsus, d'abord en agressant déjà son orifice anal, en le traumatisant et qu'il est de plus faible. Ensuite, maintenant, vous mangez des repas que l'enfant n'arrive pas à digérer, que l'essai devient difficile. Et là, en poussant, l'enfant va pousser et puis ça va sortir. Et c'est des réactions que l'enfant émet, et des signes que l'enfant vous donne et que vous devez comprendre que mon enfant dit qu'il n'aime pas ce repas, mon enfant dit qu'il n'aime pas ce que je suis en train de faire, il faut que j'arrête. Si vous n'arrêtez pas, c'est ça qui va conduire l'enfant à des maux de ventre. Et ce qui amène en même temps à clarifier, quand l'enfant est dans le ventre, c'est lui qui détermine son étémère, quand est-ce qu'il dort, quand est-ce qu'il se réveille. Il ne sait pas comment ça se passe dans la vie active. Maintenant, quand il vient, il y en a des enfants qui systématiquement dorment la nuit, mais il y en a carrément que c'est le jour où ils dorment, et la nuit ils sont en éveil. On appelle ça de l'inversion de l'étémère.
Alors, si l'enfant a investi son ITMR, en tant que parent, au début, vous ne pouvez pas grand-chose. Vous devez apprendre à faire votre programmation, avec emploi du temps, à se reposer pendant que l'enfant est en train de dormir. Pour pouvoir récupérer, pour permettre à ce parce que quand il va se réveiller, vous n'allez pas pouvoir dormir. Et si pendant qu'il dort, c'est un moment là que vous dites que vous allez maintenant vous occuper à laver les habits, à faire la vaisselle, à laver la maison, à nettoyer, si le temps que vous finissez, épuisé, il est déjà debout. Et vous allez vous dire que non, l'enfant a des caprices, l'enfant ne me permet pas de me reposer, jusqu'à que vous allez même faire une dépression de postpartum. Recommencez par repousser l'enfant parce que l'enfant là, il m'énerve, il me dérange, il m'empêche de dormir. Ok. Il faut adapter votre rythme au rythme de l'enfant. Mais quand l'enfant commence par grandir, commence par atteindre 1 mois, 2 mois, commencez par s'amuser avec l'enfant. Parce qu'il commence pas déjà à voir les regards, il commence pas déjà à voir les entourages, il commence pas à s'adapter. Commencez pas à vous amuser avec l'enfant pour de le maintenir un peu en éveil. L'éveil là sera là. Et quand il va dormir un peu moins dans la journée et comprendre que c'est la nuit là qu'on dort. Alors il va commencer par faire ce qu'on appelle l'enfant fait ses nuits. Donc il va commencer par dormir avec vous la nuit et le jour, il est tout le temps en train de s'amuser, en train de rire, en train de sauter. Et encore que quand l'enfant est en éveil le jour comme ça, la maman va encore crier pourquoi toi tu ne dors pas. Et quand l'enfant va commencer à dormir beaucoup, ensuite la nuit il est en éveil, c'est le même moment qu'il va dire que toi pourquoi tu ne dors pas. Il faut juste apprendre à son enfant le rythme qu'il faut. Au fur et à mesure que l'enfant grandit, il s'adapte. Mais il y a des comportements qu'on fait et que l'enfant vous dit tout de suite que je n'aime pas ça. Et les réactions qu'il donne en réponse, voilà les réactions. Et que vous devez apprendre à connaître et arrêter ce que vous faites en amont. Et puis, c'est la même chose quand l'enfant naît, il y a des repas que votre enfant ne digère pas. C'est à vous en tant que parent de surveiller l'enfant. Pourquoi l'enfant la pleure? Pourquoi il a les maux de ventre? Si c'est les maux de ventre, vous allez voir, quand il se tire là, le ventre là, ça se contracte, ça se relâche, il se calme. Quelques temps après encore, ça recommence. C'est ce qu'on appelle des coliques. Les coliques évoluent par intermittence. Et vous allez voir que, ah, ça là, c'est des maux de ventre. Mais qu'est-ce que j'aime manger? C'est la première question. Ensuite, si mon enfant devient quelqu'un qui fait tout le temps des coliques, qui pleure toute la nuit, sachez que vous devez d'abord arrêter de lui mettre de l'eau dans l'anus de force. Laver son anus comme cela, c'est toi, mais de force là, il faut arrêter. Ensuite, maintenant, surveillez ce que vous mangez pour permettre à ce que l'enfant commence par avoir une vie normalement. Des tisanes, de l'eau, des... J'étais choqué il n'y a même pas une semaine qu'une maman a mis au monde son enfant qui dit qu'il ne prend pas bien les seins. Qu'est-ce qu'elle fait? En 1 mois et demi, elle prépare la pâte du crin-crin. Elle triture la pâte, la maison du crin-crin. 1 mois et demi. À 1 mois et demi, il donne ça à l'enfant manger. La pâte là? Oui, la même pâte qu'on mange tous. Ça m'a un peu choqué, mais je me suis dit, bon, quand tu vas dire maintenant de ne pas donner, ils vont te dire que c'est ce qu'on faisait avant. Mais est-ce que c'est normal pour un enfant qui déjà est en train de s'adapter d'abord déjà au sein, il n'a pas encore réussi à s'adapter, maintenant on ajoute maintenant notre repas. Il faut savoir que c'est 3 mois. La souffrance là, c'est 3 mois. Le temps que l'organisme, le type digestif de l'enfant s'adapte maintenant à ce que la maman mange, il faut au minimum dépasser 3 mois. Et ces 3 mois-là, vous devez faire ces sacrifices-là, vous devez apprendre à connaître l'enfant, vous devez apprendre à décoder les besoins de l'enfant pour pouvoir permettre de dépasser ces 3 mois-là, pour lui permettre maintenant d'avoir un type digestif plus solide, plus facile à digérer les aliments et sans pour autant demander votre aide. Parce que si vous conditionnez l'enfant, rien que c'est vous qui l'aidez à faire les selles, c'est vous qui lui donnez à manger quand vous voulez, c'est vous qui le faites, vous allez de préparer cet enfant à ne que dépendre de vous. Et quand vous allez vouloir dire, vous allez commencer le boulot, vous allez le laisser, ça ne va pas fonctionner. Et vous allez partir, il ne va pas manger. Il va commencer par faire du poids. Parce que vous venez de l'abandonner, il va sentir que maman m'a abandonné, m'a habitué à elle, c'est elle qui fait tout. Maintenant, elle me laisse maintenant dans les bras de quelqu'un, s'en va. Elle va vous manifester des pathologies, des fièvres. Vous allez chercher le riz, vous n'allez même pas trouver. D'accord. C'est sa façon de vous dire, je ne suis pas content, je ne suis pas d'accord avec votre attitude. Je pense qu'on a dit l'essentiel sur cette thématique. Chacun doit pouvoir puiser pour lui dedans et pouvoir mieux prendre soin de son bébé, surtout les nourrices qui nous écoutent. Sachez observer vos enfants et essayez de faire la part des choses. Le docteur a suffisamment insisté sur de mauvaises pratiques. À vous de voir si vous voulez dormir la nuit ou pas, ou bien si vous voulez faire des coliques à votre enfant. On va conclure avec vous. D'abord déjà, André. Oui, merci. Pour conclure, moi je vais peut-être revenir sur un message que j'ai envie qu'on intériorise parce que un enfant ne fait pas enfant qui veut, c'est qui peut. Mais avant de pouvoir, il faut vouloir.
Il faut vraiment décider. Il faut vraiment décider. Et ne soyons pas surpris des comportements que nos enfants ou que, oui, nos enfants, nos frères, nos sœurs ont demain. Tout s'établit à la base. Donc, qu'est-ce que je veux pour lui? Quel est le rêve? Quel est le projet que j'ai pour lui? Quel type d'enfant je vais avoir? Quel type de personne je vais avoir demain? Ça part de la relation avec la mère, avec le père et plus tard avec la société. Tout ce que j'ai envie de dire ici, c'est que l'enfant, à sa naissance, a un rythme propre à lui. Et il faut s'y adapter. Le législateur, c'est pas pour rien qu'il a donné, il donne 1 mois au moins aux femmes qui sont... Voilà. Congé de maternité de 3 mois. Qui sont en fonction, c'est pas pour rien. Donc, les maris prennent combien de jours? 3 jours. C'est déjà clair. Donc, je pense qu'il faut pouvoir s'adapter et ne pas prendre ça comme un fardeau. C'est pas un fardeau. Un nouveau-né, un enfant, c'est pas un fardeau. Et mieux encore, il faut beaucoup parler à votre enfant. Quel que soit l'âge, il faut énormément. Déjà, on a dit depuis le fœtus, il faut lui parler énormément. Il faut apprendre à lui dire ce que vous pensez, ce que vous attendez, ce que vous ressentez. Il faut apprendre à communiquer avec lui. Et il faut rester à l'écoute parce que lui, il va réagir avec les gestes, avec des cris, avec le sourire, avec des pleurs. Et c'est à vous de pouvoir écouter et de savoir communiquer avec votre enfant. C'est pas un être, oui, il est fragile, il est vulnérable, très vulnérable, mais il n'est pas dépourvu de moyens de communication, d'interaction. Et je continue de dire, c'est pas un fardeau. D'accord. Merci beaucoup, André. Docteur? Si moi j'ai quelque chose à dire pour terminer, d'abord déjà que les parents comprennent que quand l'enfant naît, il faut passer par les services où on prend en charge les petits bébés pour aller s'acquérir mon enfant est dans quelles conditions, comment, qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire. En rentrant à la maison, des pratiques qui peuvent porter préjudice à l'enfant, évitons de les faire ou essayons de les corriger pour que ce soit ce qui est bénéfique pour l'enfant. Ensuite, maintenant, plus l'enfant grandit, il faut apprendre à connaître, à décoder le langage de son enfant, à comprendre quand il signale qu'il n'aime pas quelque chose, qu'est-ce qu'il n'aime pas, quand il fait une réaction allergique à quelque chose, à quoi il a fait la réaction allergique, et ça va vous aider au fur et à mesure à aider votre enfant à grandir dans de bonnes conditions, avec une immunité beaucoup plus solide que certaines autres personnes qui ont essayé de dégrader la situation de l'enfant. Et en dehors de ça, faites suivre votre enfant de façon régulière pour qu'on comprenne comment il évolue. En cas d'anomalie, qu'on puisse dire qu'il y a telle chose qui ne fonctionne pas. Un enfant, ce n'est pas parce qu'on est déjà capable de faire des rapports sexuels, mais un enfant, c'est parce qu'on est prêt à l'avoir, qu'on l'a. Ensuite, maintenant, on donne les moyens pour s'en occuper et on évite toujours de vouloir copier ce que A a fait à son enfant et vous-même, vous n'allez pas le faire. B a fait quelque chose à un enfant qui a marché, vous-même vous allez le faire. Mais il faut s'assurer, est-ce que votre enfant est dans les mêmes conditions que l'enfant de A? Le pédiatre a pressé tel produit à tel enfant. Est-ce que moi, mon enfant est dans la même condition que l'autre enfant à qui on a pressé produit? Est-ce que si je prends, ça ne va pas devenir problématique pour moi, mon enfant? C'est des questions que chaque parent doit pouvoir se poser avant de poser certaines actes pour éviter que ce soit les parents même qui amènent les enfants à devenir un problème pour eux-mêmes d'abord, ensuite pour l'entourage, ensuite pour la nation. D'accord, merci beaucoup Nadège. Ça va parce qu'on s'est fait des relations sexuelles qu'on a un enfant, hein, donc vous êtes c'est pas moi qui dit. En tout cas, c'est pas moi qui dit. C'est le médecin qui vient de le dire. Non, je ne veux que représenter de ce que le médecin a dit. Donc Nadège, il ne faut pas faire de relations sexuelles. J'ai jamais dit ça. Hein. En tout cas, comme quelqu'un le dit, c'est ce que Dieu a refusé à donner chacun pour soi. Donc j'ai son truc comme elle peut. on a bien dit qu'elle a des rapports sexuels bien épanouis. Donc ça te regarde. Allez, cette ambiance s'installe, donc le quiz. Bonne nouvelle, je joue avec vous aujourd'hui. C'est pas moi qui décide, c'est le réalisateur qui décide. Donc je joue avec vous aujourd'hui. Ça c'est encore plus compliqué. Non, Toi, là, oui, on sera tous dans le même bateau. Donc c'est pas moi qui ai choisi aujourd'hui. Non, ça c'est le réalisateur qui. Et alors on gagne quoi? Donc, Réalo, si tu cherches des sons difficiles,
Tu as payé, oui, on joue avec les sons. Tu as payé. Pour moi, là, il faut me jouer les sons de Daouda. Celui qui va gagner aujourd'hui, là, doit manger. Va manger un plat de spaghetti. C'est seulement 500 francs. Heureusement, je ne prends pas. Pardon, il ne faut pas aller chercher les sons compliqués. Ce n'est que 500 francs. Donc, on va vous tuer sur ce plateau. Donc, on y va pour tester la culture. On joue aujourd'hui avec les sonorités. J'ai un binôme. Comment ça? Estelle. On joue ensemble. Elle gère la Soufflez que je vous laisse. Non. Moi-même je joue, donc tout le monde joue aujourd'hui. Et alors, c'est quand tu veux, on est prêt. Mais c'est quoi les principes? On dit de devenir le titre et l'artiste. Dans le titre et l'artiste, c'est tout, non? Hein? Non, vous ne verrez pas les images. Je dis c'est audio. Vous allez écouter. Sinon, c'est trop facile de voir l'artiste. Vous allez trop vite deviner. Réalisateur, c'est à toi, mon cher ami. Allez, le premier son. Qui prend le A, B, C? Nous sommes 4. D'accord, je vais peut-être voir combien de listes. Il a groupe A, B, C. D'accord. Dans le sens des aiguilles d'une main. Aujourd'hui, je vais avoir pitié d'André qui ne gagne jamais rien. Pour qu'il gagne. Oui, je vais faire groupe avec toi. Donc, toi et moi, on va prendre le groupe C. Ah, c'est pas groupe. Donc, tu es sûr que tu vas gagner? Je ne sais pas. Je t'ai dit, c'est pas moi. Moi je suis sûr que aujourd'hui, c'est pas moi qui ai choisi. Je sais donc, toi et moi, on partage le groupe C. Bon. Nadège va prendre le groupe A, Docteur va prendre le groupe B. C'est parti pour le premier titre du groupe A. Ça, là, moi, j'ai à deviner. Tu connais je ça? Je connais le son, mais je ne connais pas le nom de l'artiste. Bon, ça, même moi-même. Allez, les écureuils. Donne mes tocs. Allez, les écureuils. Tu la mets pas honte. Parce qu'il a dit allez, les écureuils. Non, mais j'ai connu le nom, mais je ne connais pas le titre en fait. Je n'ai pas le titre en fait. Tu connais le titre, mais pas l'artiste. Non, je disais, je n'avais pas compris. Le nom. Non, on passe. On passe pas. Tu n'as pas gagné. C'est bien dans le message. C'est pas aller les écureuils. Encore qu'on ne sait pas. Nous, on n'est plus à écureuil. On est devenu guépard. Et malgré qu'on soit guépard, on ne gagne jamais rien. On peut faire ça. Donc, elle n'a pas gagné. Je pense que ça doit être ma prière. Ne mettez pas trop le cœur. Oui, ne mettez surtout pas le cœur. Sinon, vous allez faire un infarctus ici. C'est quoi? Allez, deuxième son de la série A. Modeste peut te souffler ça. Oui, Modeste souvent. Koyani, Sulamidone, Kojuarere. Adjawe, mais c'est pas difficile. Ça, c'est pas difficile. Bon, là, il va donner ça à l'angosha. Ça là. Attends. Ça là, moi, je n'ai pas deviné. Je sais que c'est. Ils sont comme ça. C'est ce que non, c'est son style musical, mais je doute. C'est pas Riven. Quelqu'un a donné le nom ici tout à l'heure. C'est bien lui. J'ai réussi. Donc toi, on ne fait que te tricher les noms. Bon, peut-être si on avait continué un peu. C'est Sonanik Payon. Sotonik Payon. Bon, elle a toujours gagné. Depuis, on lui souffle ça. Troisième.
Le titre. C'est le titre le problème. Ça peut pas être un problème. Ça peut pas être un problème. Le titre, madame. Que je veux connaître l'artiste, mais pas le titre. Non. Donc, de toute la liste, c'est ça la seule que toi tu as deviné. Oui, aisément. mais le titre, je n'ai Même pas on le- a soufflé ça. C'est Wanyini. Non, moi, je C'est n'ai pas le titre. Wanyini. Bon, Réal, elle a rien gagné. Bon, ton plat de spaghetti est sauf. Moi, heureusement que j'ai gagné un des titres. Non, mais c'est que c'était le souffle, Toi, c'est il ton te reste problème. deux, il te reste deux. Commencez, je vais vous aider aussi. Donc, première, C'est clair. première sonorité de la série B. Il te reste 2 à avoir. c'est On ça. y va. Ça qui? Yo. Pourquoi vous voulez que je devine déjà, vous voulez qu'on arrête? Il n'a pas Non, c'est pas qui c'est moi le chrono. C'est moi le chrono. Bon, joue-lui encore un peu, pardon, joue-lui encore un peu. Ça, ça m'appelle Miguelito, mais. Ah, Bon. Au moins, ça me dit rien. comment il faut répéter ce qu'elle a dit? Je vais pas répéter. Tricherie. Et toi, tu ne fais pas la tricherie. J'ai dit que je ne connais pas. C'est bien si pas dans un beau jour, je pense. Ah, bonjour. Même si vous jouez ça correctement, je ne vais pas connaître. Donc, tu vas Non, j'ai grandi au village. En plus, je n'écoute pas les chansons là. Du coup, ça va Ok, être difficile pour moi de deviner. le deuxième de sa série, on y va. Oh, ça c'est facile. On vient d'enlever son fils. Le dernier coup de Le dernier coup d'État en Afrique. Le président malade là. Je vous aide. Bon, Réalo, si Je on veut rejouer ce que je suis en train de J'écoute faire la, là. je connais la chanson, mais ça là, il doit me donner le sol. Si quelqu'un trouve ça ici. J'ai déjà dit je ne non. connais pas. On vient d'enlever son fils du pouvoir, le dernier coup d'État. Bongo là. Ah, bon, c'est la maman d'Ali Bongo. Ça, la maman, c'est qui? C'est la maman, oh, c'est la maman C'est la d'Ali maman Bongo. d'Ali Bongo. Je ne connais pas. Patience Damani, on vous connaît. Ça a dit, docteur est en train de couper mon cœur. Il a coupé mon cœur ici. Non, même pas tu le sais, problème, le temps quand on s'occupe des enfants, on n'a pas le temps d'écouter. En tout cas, je n'écoute pas. J'entends quand même une fois en passant. Mais Au moins, vous chanson, là, connaissez le son là. J'aurais quand même pu prendre le Si coup. vous, il y a des chansons que j'aime écouter, il y a des chansons que je n'écoute presque jamais. Bon, Si ça, c'est pas que je passe, j'entends ça quelque ça part. c'est un titre culte. C'est Patience Dabani. On vous connaît. On vous connaît. Les nés avant la honte ne venez pas nous traumatiser. Il est déjà traumatisé. On vous J'ai dit, connaît. j'entends la On chanson, vous mais le connaît. nom. Troisième. Bon, il C'est va nécessaire. faire le fiasco. Oui, oui, C'est pas on joue nécessaire. jusqu'au Il bout. faut que tu fasses On le joue genre de jusqu'au choses qu'il bout. sache que ici, Donc, il y a le troisième. quelqu'un qui fait plus que moi. Dans toutes les boîtes de nuit africaines. Oh, oh, oh. Il faut arrêter. Laissez, il va. Quand vous avez grandi où? J'ai grandi au village. Au village, c'est où? C'est au village. Le Bon, village, là, il faut déjà écouter pour Là, savoir. Je n'écoute pas. Bon, pour vous, hein. Niamey. Mi manovine. Les jours vous allez jouer les chansons que j'écoute là. C'est là-bas il va vous battre. Yaoundé. J'ai même jamais entendu ça. C'était une série super facile. C'est une série que le docteur ne connaît pas. Il faut aimer la fête pour connaître ça. Non, ça, en fait, il y a des sons qui forcent l'écoute.
Ça, par exemple, c'est un autre titre culte du Bénin. C'est encore Robinson Sipa. Hein, le titre, ça doit être Boja Sagbo. Je ne sais pas, je vais voir ce que le réalisateur a écrit. C'est quoi ça? C'est Agbando même. C'est Agbando. Agbando, voilà. Bon. On fait plus le groupe C. Le groupe C. On fait plus le groupe Non, C. ce qui est Parce dit, qu'apparemment, ce qui est dit, Non, je ne regarde même pas la suite. Ça, là. Comme je dis, je m'en me joue. ce je qui regarde pas est la dit est suite. dit. Vous pouvez connaître. Elle a dit qu'elle est. La série C, c'est André et moi. Premier son de la série C. Je sais qu'il va gagner aujourd'hui au moins. Oh, tu peux arrêter. C'est Zena Bolodjo. Deuxième son. Non, c'est ça. Non. En fait, moi, je fais. Non. Je fais 1, 2. Et lui, il fait le troisième. C'est tout. On fait. Non. Attendez, vérifiez d'abord si j'ai pas mangé. Ah, j'ai menti sur le titre. Et non, c'est bon. Faut calmer le jeu d'abord. Fais le papier. Ça fait moins un. C'est Yoruba Dara. En fait, je suis pas Yoruba. C'est là que je vais vous battre. En fait, la première phrase qu'elle a prononcée. C'est là que j'allais vous battre. C'est comment on dit? Comment on dit en Yoruba? Mon ba Dara ou bien un truc du genre. C'est ce que. Donc, Instant. Mon ba Arada. Mon ba Arada. Je sais pas, hein. C'est ce que m'a écrit que je dis. Tu vas là, on passe déjà. Ce qui est sûr, j'ai trouvé ces câbles là, non? 2 secondes. Non, même pas le 2 titre. secondes. Même pas le titre. Ah, le deuxième, mon cher. Même pas le titre. Le deuxième, mon cher. C'est Oluwakemi. C'est Egolo. C'est bon, j'ai Oluwakemi. Et alors, ça c'est Egolo. c'est qu'on a même pas là. C'est pas si j'ai gagné. Ça va La va deuxième de toutes les Oh, j'ai gagné tout. donc vous gardez votre plat avec des spaghettis. Non. Non, si on gagne le plat, c'est pour moi. Non. Ça C'est parce que là le papier en main. Oh, et ça m'a fait non, dire. je triche pas. C'est pour vous montrer que je je sais faire ça aussi. Mais laisse au moins le sucre. Non, le projet c'est pour lui. Le projet c'est pour Oui. lui. Donc, Et alors, le troisième. Réalo. André la casse noyée. J'ai ça là où maintenant? Ici chez nous, il y a l'ambiance, le pays du pain où tout est droit. Ici chez nous, il y a le show, le pays du café caca. On n'est pas premier pour rien, c'est pour ça que t'as rien vu dedans. Ils nous envoient comme on on a tout pour péter. Ils nous envoient à photo, on a tout pour sagacité. Ici à la J peut devenir leur palais, tu vas rien voir dedans. Allez, remue la bouteille au Ici c'est whisky à Je ne connais pas. Honnêtement, je Réalo, je ne sais pas si tu es contre moi. le seul que André doit trouver, là, il ne peut pas trouver. Hé, André! C'est ça que j'ai confisé et puis je joue avec toi. Donc tu veux me rendre comme ça. Si tu voulais me faire plaisir en jouant en Côte d'Ivoire, il fallait jouer Zouglou. Attendez, il y a voir c'est quelle activité. Tu es contre moi. Ah ouais, c'est Kidjivara, mais c'est pas béninois. Kidjivara, il voit rien. Et c'est ce qu'il dit, s'il voulait me faire plaisir là. Il devait jouer J'ai Zouglou. remué la bouteille de Kidjivara. Au moins, moi, j'ai trouvé 2. Vous la même. moi c'est pour le groupe. Mon cher docteur, lui, il est noyé. Bon. Bien Je laisse la langue au chat. Allez, c'est fini pour Non, c'est aujourd'hui. Personne n'a gagné parce que personne n'a fait un sans faute. Même dans notre série, André a été nul. Ah. Il n'a pas su devenir le Ok. Moi, j'ai fait 2. Non, moi, j'ai Tout un et demi. artistes. Bon, docteur, lui. 2 artistes au moins, De tous la les talents série, qui sont ah. passés. Nadège, Oui. est-ce que j'ai été nul alors que je n'avais pas le papier? Mais non! Je laisse rien à maman, on l'a créé. Bon, les papiers là sont tout ce que j'ai triché. Ah, devant Dieu. Non, on n'a pas pensé. Est-ce qu'on a dit ça? Bon, on a fini. Merci de nous avoir suivis. Merci de vous être prêtés au jeu. Allez, mesdames et messieurs, bonne semaine à tous. Et on se dit à demain, si Dieu le veut. Bye bye.